fin février, le système de paiement de la Banque Centrale Européenne avait eu une grande panne, le 27 février, le 28 février. Et donc on est passé à quelques heures d'une catastrophe à l'échelle continentale, parce que le 28 février, c'est le paiement des salaires, des pensions, des trucs comme ça. Et en fait, après, la BCE se défend en disant oui, mais enfin bon, un système de paiement qui marche tout le temps, ça n'existe pas. Si, ça existe, ça s'appelle Bitcoin. 100% d'uptime depuis 2013. On a un système de paiement qui ne fait pas de défaut, qui fonctionne, qui traite aujourd'hui plus de valeur que Visa, les gens ne le savent pas, c'est 2000 milliards de transactions en valeur à peu près par mois, qui progresse, donc est l'actif le plus performant de la décennie, et qui est en train d'être adopté par différentes nations pour soit leur commerce international. Au Texas, c'est plus de 30% de leur mix qui est du renouvelable aujourd'hui. C'est un état où il y a beaucoup de solaire et d'éolien, mais ils ont atteint leur plafond de verre. Et surtout, ils ont du coup des énormes problèmes de gestion du réseau qui se sont traduits il y a maintenant, je crois, 4 ans, où il y a eu une tempête, un blizzard au Texas qui a fait blackout, 300 morts. Plus d'électricité dans un état qui a le PIB de la France, je tiens à le préciser, c'est pas le Texas, c'est pas un petit état. Et donc ils ont à ce moment-là, ils ont eu un traumatisme, ils ont viré le directeur du réseau électrique, ils ont ramené l'ancien par intérim, et ils ont dit bon t'as une mission, c'est stabiliser le réseau. Et il a fait sa petite recherche, et il est arrivé à la fin de sa recherche en disant que le minage de Bitcoin était, je cite, une bénédiction pour son réseau. Et donc maintenant, ils déploient du minage de Bitcoin à l'échelle industrielle. De mémoire, ils sont autour de 4 ou 5 gigawatts de puissance de minage installée. Et en fait, leur réseau électrique ne connaît plus de défaillance. La réglementation financière, et là c'est pas que crypto, c'est financière en général, qui est en place depuis en gros les attentats de 2001 aux États-Unis, c'est une réglementation qui concourt, on va dire, à la politique publique la plus inefficiente jamais inventée. C'est-à-dire quand vous ouvrez un compte bancaire, on vous demande votre passeport, justificatif de domicile, après on vous demande l'origine des fonds, justificatif de revenus, d'identifier les personnes, de prendre votre adresse, votre nom, votre prénom, votre machin. Chose auxquelles on s'est habitué malheureusement, parce que c'est pas le cas il y a 25 ans, on ne devait pas faire un test d'urine pour faire un virement quoi. Toutes ces choses-là, il faut savoir, c'est inefficient, c'est-à-dire ça ne fonctionne pas. Au niveau européen par exemple, les coûts de conformité imposés aux acteurs financiers c'est environ 144 milliards d'euros par an, c'est énorme. L'ensemble du crime en Europe c'est 110 milliards, c'est-à-dire qu'on dépense plus tout le crime. Donc même si on était efficient à 100%, ce serait toujours pas rentable économiquement. Or cette efficience, je suis désolé de l'apprendre à ceux qui écoutent, mais elle est strictement pas de 100%, elle est de 0,5%. Le sujet de Bitcoin comme instrument de résistance à l'oppression, je prends pas l'exemple des femmes afghanes de façon innocente. Les talibans ont interdit Bitcoin en Afghanistan. Leur raison, c'est que comme ils ont interdit l'accès à la finance pour les femmes, elles n'ont pas le droit d'avoir de compte bancaire, etc. Les femmes passent par Bitcoin. J'invite à regarder par exemple l'histoire de Roya Maboul, une entrepreneur afghane, donc qui maintenant du coup n'est plus en Afghanistan, parce qu'il fait mauvais être entrepreneur femme en Afghanistan en ce moment, mais qui elle a monté son business en Bitcoin. Parce que PayPal refuse de servir le pays, parce que elle n'a pas le droit d'avoir de compte bancaire, parce que si tu rentres à la maison avec du cash, ton frère ou ton mari te le prend, et donc Bitcoin est leur monnaie de substitution. En Iran c'est pareil, donc mais même quand ces personnes-là veulent fuir le pays, si elles emportent des pierres précieuses, un collier en or, ou quand elles arrivent en Europe, il y a un passeur sur deux qui leur prend des trucs. Les bitcoins, c'est 12 mots dans ta tête, comment tu veux te le prendre? Bienvenue à tous dans Planète Ingé, la première émission qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias. Je suis Mathieu Poulain et chaque semaine j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro un ingénieur au parcours exceptionnel pour nous partager son expertise et sa vision et vous permettre de comprendre l'actualité tech et ses enjeux. Préparez-vous à découvrir les coulisses de l'ingénierie qui façonne le monde d'aujourd'hui et de demain. Installez-vous confortablement car sur Planète Ingé, l'avenir commence maintenant. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingénieur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Stachenko. Alexandre, comment vas-tu? Très bien, merci, et toi? Écoute, ça va très bien. Il est de bonne heure. On est à Paris. Il fait beau. La vie est belle. Donc, Alexandre, tu es entrepreneur, auteur et conférencier, expert en crypto-monnaie. Surtout Bitcoin, mais oui. Surtout Bitcoin, on va en parler. Tu as cofondé Blockchain Partner et tu es maintenant le directeur de la stratégie chez Paymium. Exactement. Ouais, et tu es le tout nouveau président de l'Institut National du Bitcoin. Tout à fait. On va en parler. Lancé récemment, ouais. Ouais, c'est tout neuf, ça date de quand? Ça date de début mars, donc le 10 ou le 9, je n'ai plus forcément en tête, mais une initiative pour justement pouvoir promouvoir les intérêts de la France et des Français à travers Bitcoin. On pense que c'est un vrai levier de souveraineté notamment, et donc on essaye de le porter dans le débat public sur différentes initiatives, que ce soit le minage de Bitcoin sur des extra-capacités nucléaires, mais aussi d'un point de vue plus philosophique, on aura peut-être l'occasion de parler le rejet des monnaies numériques de banque centrale, qui sont un vrai danger. Donc on essaie de l'amener dans le débat public, puis surtout d'éduquer, de faire de la pédagogie pour les décideurs politiques par exemple. Très bien, oui, écoute, on va parler de tous ces sujets-là. Tu vas sortir aussi un livre début avril. Donc quand l'épisode sortira, peut-être que le livre sera déjà sorti. Je peux pas encore savoir, mais en tout cas, tu vas sortir un livre et il s'appellera Bitcoin, le choc géopolitique. Exactement. J'ai écrit avec Jean-Charles Galli, qui est un enseignant en géopolitique. Donc on a travaillé ensemble sur les enjeux géopolitiques de Bitcoin. Et à mon sens, il y en a pas mal. En tant que, on va dire, futur probable
monnaie de réserve mondiale ou en tout cas monnaie du commerce international. Et donc c'est important de regarder quels sont les enjeux dans les relations internationales. Au moment où on tourne, Donald Trump a récemment annoncé le lancement d'une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Donc on voit que c'est un actif qui en 15 ans est passé des tréfonds obscurs d'Internet à la constitution d'une réserve stratégique par la première puissance mondiale. Donc il y a des vrais enjeux autour de l'énergie, autour du commerce, autour de l'extraterritorialité du droit américain, donc qui permet aux Américains d'imposer leurs droits à la planète par l'utilisation du dollar. Donc ils sont des vrais enjeux de puissance, ouais. Ok, bah ça va être super intéressant. Moi ça me botte bien en tout cas, je voulais justement aborder cette question parce qu'on a fait plusieurs épisodes sur le Bitcoin dans Planète Ingé. On avait invité Adrien Gombert, si vous vous rappelez. On a invité Pierre Noisa. Et là, aujourd'hui, on te reçoit toi, Alexandre. Et justement, c'était cet aspect plus géopolitique qui nous intéressait. On est un petit peu rattrapé par l'actualité avec cet Institut national du Bitcoin et cette histoire de potentiellement miner du Bitcoin pour utiliser notre surcapacité nucléaire parfois et comment ça se combine avec les renouvelables. Normalement, c'est un sujet que vous devez commencer à comprendre si vous suivez l'émission et notamment l'épisode avec Pierre Jérémy et Maxence Cordier qui est sorti il y a quelques semaines. Donc, si vous voulez bien comprendre les enjeux entre énergie pilotable et énergie renouvelable, allez écouter cet épisode et n'oubliez pas de vous abonner. Tu vas sortir un livre qui s'appelle Bitcoin, le choc géopolitique. Pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre aujourd'hui ? Parce que j'estime que le Bitcoin aujourd'hui est une forme d'éléphant dans la pièce. Dès que le personnel politique ou le débat public s'intéresse au sujet des cryptos, justement, il noie le sujet Bitcoin dans une forme de gloubi-boulga d'innovation. Pour une partie substantielle, on n'a toujours aucun fruit malgré des centaines de millions d'euros d'investissement depuis des années. Et donc c'est dommage de ne pas s'attarder sur la seule crypto qui est au top du classement depuis 15 ans, qui a un vrai projet politique, qui est une vraie critique du système monétaire et financier, et qui fonctionne en fait sur tout ça. C'est-à-dire que je lisais encore il y a quelques jours, pour commencer en étant taquin, que fin février, le système de paiement de la Banque Centrale Européenne avait eu une grande panne, le 27 février, le 28 février. Et donc on est passé à quelques heures d'une catastrophe à l'échelle continentale, parce que le 28 février, c'est les paiements des salaires, des pensions, des trucs comme ça. Et en fait, après, la BCE se défend en disant oui, mais enfin bon, un système de paiement qui marche tout le temps, ça n'existe pas. Si, ça existe, ça s'appelle Bitcoin. 100% d'uptime depuis 2013. On a un système de paiement qui ne fait pas de défaut, qui fonctionne, qui traite aujourd'hui plus de valeur que Visa, les gens ne le savent pas, hein, c'est 2000 milliards de transactions en valeur à peu près par mois, qui progresse, donc est l'actif le plus performant de la décennie, et qui est en train d'être adopté par différentes nations pour soit leur commerce international, soit la valorisation de l'énergie, etc. Donc tout ça sont des enjeux géopolitiques et j'ai essayé d'amener ça dans le débat étant donné que je suis les sujets de géopolitique de souveraineté depuis un certain temps. Je suis un avocat de la souveraineté numérique française et de la souveraineté française en règle générale depuis un certain nombre d'années. L'actualité force maintenant les décideurs politiques à se positionner sur le sujet de la souveraineté et de l'indépendance, enfin de l'autonomie stratégique notamment. Et donc je pense que le sujet Bitcoin mérite sa place dans le débat. Je vais prendre un exemple sur les dernières années, mais peut-être qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a plusieurs entreprises françaises. Je pense l'affaire Alstom est probablement la plus connue, mais BNP a subi aussi une amende, par exemple, de 9 milliards de dollars de la part des États-Unis. La raison pour laquelle ils subissent ce genre d'amende, c'est parce qu'ils utilisent le dollar américain dans le commerce international. Et donc ça permet aux États-Unis d'avoir une justification pour imposer leurs droits partout sur la planète. Et donc, évidemment, après, ils font une application sélective de leurs droits. C'est bizarre, c'est très souvent sur des entreprises étrangères et très souvent quand c'est des concurrents de leur entreprise, pour justement soit se les approprier, c'est justement ce qui a fait scandale dans l'affaire Alstom, soit pour simplement les mettre en défaut, quoi. Avec 9 milliards de dollars d'amende, c'est sûr que déjà, c'est un gros coup. Et puis ensuite, culturellement, ça veut dire que l'entreprise va avoir beaucoup moins envie de prendre des risques. Et donc, forcément, ça laisse l'opportunité aux autres entreprises d'avancer de façon plus tranquille. Donc là, on a typiquement un exemple de en quoi le sujet monétaire est un sujet géopolitique et en quoi avoir une monnaie qui est neutre, non nationale,
peut servir d'échappatoire, y compris pour des nations comme la France, même si on a l'euro et qu'avant on avait le franc. Donc voilà, on voulait apporter ça dans le débat public parce que, à mon sens, malheureusement, le milieu universitaire français et le débat public français passe au-dessus de Bitcoin en se disant encore un actif de geek dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas c'est plutôt tous les poncifs qu'on entend toute la journée, ça finance le blanchiment, ça détruit la planète, etc. Donc voilà, il fallait qu'on l'apporte dans le débat public. On est un petit peu rattrapé par l'actualité avec la création de cet institut national Bitcoin. Vous avez mis sur la table ce sujet de utiliser le potentiel de la production nucléaire pour justement miner du Bitcoin. Alors là, la question, on a peut-être perdu déjà beaucoup de personnes, donc il faut peut-être synthétiquement réexpliquer comment est produit Bitcoin et en quoi aujourd'hui le fait, nous, d'avoir une énergie potentiellement ultra décarbonée et en abondance surtout. En abondance, mais surtout aussi parfois qui doit s'effacer pour laisser la place aux énergies renouvelables. Comment cela peut interagir avec Bitcoin? Comment ce sujet commence à arriver et à se répandre au sein d'EDF, l'acteur majeur de la production électrique en France? Difficilement, malheureusement, mais pour des raisons politiques, idéologiques, pas du tout pour des raisons pratiques. Alors d'abord sur le minage. Bitcoin, c'est un réseau informatique dont l'objectif était je pourrais faire l'objectif économique et politique de Bitcoin, puisque ça répond à une problématique qui commence à être assez ancienne, à savoir que le système monétaire actuel n'est basé sur rien, il est basé sur de la confiance qu'on a dans des banques centrales, et la confiance elle est forcée par la loi, donc c'est une confiance somme toute discutable, et il est problématique parce qu'il érode le pouvoir d'achat de l'épargne de tout le monde et qu'il exige on va dire de passer dans une forme de fuite en avant qui est extrêmement néfaste d'ailleurs d'un point de vue environnemental, puisque en gros on punit la sobriété dans le système monétaire actuel. Bon, ça ce serait plutôt la partie économique. D'un point de vue technique, là où Bitcoin a été formidable, c'est qu'il a résolu un problème informatique qu'on ne savait pas résoudre depuis un certain temps, qui s'appelle le problème des généraux byzantins, et qui est en gros comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une vérité, un état de fait, sans avoir besoin de faire confiance à un tiers. Et donc ça, dans des technologies de registres distribués, quand on essaye de dire je sais pas moi, Bob a envoyé de l'argent à Alice a envoyé de l'argent à Bob, etc. Dans le système informatique normal, tel qu'il fonctionne dans le système bancaire par exemple, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des banques. Et en fait, il y a des tiers de confiance qui vont dire je fais des débits crédits et vous me faites confiance. Et donc après, les tableaux Excel sont stockés chez eux, etc. Dans le système Bitcoin, la question c'était comment on arrive à faire la même chose, mais sans le tiers de confiance. Et la résolution de ce problème-là passe par ce processus qu'on appelle le minage, et qui est une forme de question pour un champion géant, en gros, pour le résumer, mais qui un algorithme va poser un problème mathématique à l'ensemble de la planète en disant f de A est supérieur ou inférieur à B, trouvez-moi A tel que ça satisfasse la condition. Et ensuite, une fois que le problème est lancé, chacun est libre de dire je veux participer à la compétition, je veux résoudre ce problème en premier. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait toute cette compétition mathématique qui prend 10 minutes en moyenne pour résoudre le problème? C'est que une fois que quelqu'un a trouvé la solution à ce problème-là, en fait, il est capable de prouver qu'il a généré un consensus sur un fait de façon organique, sans intermédiaire de confiance, parce que il suffit de dire pour A égale tant, ça fonctionne, pour que tout le monde puisse vérifier aisément que effectivement ça fonctionne. Et donc on est tous d'accord sur au moins un fait, c'est que c'est cette personne qui a trouvé avant tout le monde. Et en fait, le fait de pouvoir générer ce consensus de façon organique résout le problème informatique que j'ai mentionné avant. Donc ça, c'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser cette puissance de calcul. C'est pour résoudre ce problème mathématique qui nous sert à générer un consensus. Et pourquoi on veut générer un consensus? Parce que comme ça, on a un registre de transactions qui est indiscutable au niveau mondial, sans tiers de confiance. Et donc, ça permet la proposition de valeur de Bitcoin, à savoir être à la fois un réseau de paiement qui fonctionne sans tiers de confiance et un actif qui n'est pas manipulable parce qu'il est contrôlé par personne. Donc, ce que ça a conduit, ce à quoi ça a conduit, c'est que il y a une course à l'armement en fait. C'est-à-dire que comme quand on résout cette compétition-là, on le fait pas bénévolement parce qu'on est gentil, on le fait parce que si on gagne des bitcoins, en fait, comme à question pour un champion. Si on vient, c'est peut-être pour la beauté du geste, mais c'est aussi pour la récompense à la fin. Donc là, c'est pareil, les gens
font de la compétition pour la récompense à la fin. Et cette récompense, elle est fournie en Bitcoin. Donc là, en ce moment, on est à un peu plus de 3 Bitcoins qui sont émis toutes les 10 minutes en récompense aux mineurs, donc qui trouvent la solution à ce problème-là, et qui est donc un nouveau problème toutes les 10 minutes. Bon, ça c'est pour la partie minage. Donc course à l'armement, parce que du coup, on a envie d'avoir le plus de puissance de calcul possible pour augmenter ses chances de gagner et donc de gagner plus d'argent. Et donc l'industrie du minage est devenue une vraie industrie avec un business model finalement assez simple. Il y a des dépenses en capital qui sont importantes, qui sont des machines. On achète des machines qui sont maintenant spécialisées, ça ne fait plus que ça. Au début, il y a une dizaine d'années, on utilisait plutôt des cartes graphiques. Nvidia a gagné beaucoup d'argent en vendant des mineurs de Bitcoin, mais maintenant c'est des circuits imprimés spécifiques, c'est des ASIC, donc Application Specific Integrated Circuit, qui ne savent faire que du minage de Bitcoin. Et donc les gens s'arment, ils achètent plein de puissance de calcul. Et leur coût, c'est les machines, mais c'est surtout des coûts variables. Et les coûts variables, c'est à 95% l'électricité qui permet de faire tourner ces machines. Et donc, un mineur de Bitcoin, il est rentable comment ? En fait, sur la rémunération, il a quasiment pas de contrôle. C'est pas lui qui détermine la création monétaire de Bitcoin, c'est pas lui qui détermine le cours du Bitcoin. En revanche, il faut qu'il aille maîtriser ses coûts. Donc les mineurs de Bitcoin, en fait, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est que c'est des charognards. Ils vont là où l'électricité est pas chère. C'est vraiment, comme ils ont aucune contrainte de localisation, ils n'ont pas besoin d'être dans un bassin d'emploi, ils n'ont pas besoin d'être dans un hub logistique ou à proximité d'un aéroport. Il n'y a pas de ressources naturelles. Ils n'ont pas besoin d'être sur un gisement d'or ou de charbon ou je ne sais quoi. Donc en fait, eux, ils bougent dans des conteneurs. Ils ont des conteneurs de machines et ils vont là où l'électricité est pas chère. Donc du point de vue du business model, en fait, ça crée des opportunités économiques et des synergies folles avec le monde justement de la production d'électricité. Parce que le monde de la production d'électricité, on va le retrouver sur plusieurs types de business models de mineurs, mais plus on avance dans la transition énergétique, plus on va plus on va diminuer la flexibilité de l'offre. Et ça, on le voit, effectivement, plus on déploie d'énergie intermittente sur le réseau, plus, si on n'a pas envie de pouvoir prendre un train, mais que quand il y a du soleil, il faut pouvoir soit augmenter la production de base, et donc là, c'est du pilotable, mais le pilotable, c'est souvent du gaz naturel quand c'est pas du charbon, soit il faut qu'on flexibilise la demande, donc qu'on compense en fait la baisse de flexibilité de l'offre par la hausse de flexibilité de la demande. Et ça, on peut le faire en fait soit par des programmes comme le programme Heure Creuse d'EDF, c'est voilà, faites tourner votre lave-vaisselle plutôt la nuit quand personne consomme, etc. Soit par des programmes d'effacement plutôt industriels. Alors là, il y a plusieurs personnes ou types d'entreprises qui peuvent répondre aux critères, mais ils répondent très imparfaitement. En France, quand on a eu le débat, par exemple, il y a eu plusieurs réacteurs qui avaient été arrêtés avec les problèmes de corrosion sous contrainte après la guerre en Ukraine. Il y a eu le débat de, voilà, s'il y a un blackout, si on doit supprimer de la consommation d'électricité du réseau, qui est-ce qu'on supprime ? En fait, il y a des gens qui sont, par exemple, les usines d'aluminium, elles sont très électro-intensives, mais les enlever du réseau, en gros, il faut les prévenir quelques heures avant quand même, parce qu'on n'arrête pas une usine d'aluminium comme ça. Et surtout, on ne peut pas s'arrêter plus de 2-3 heures, parce qu'après, l'aluminium fige, et puis il faut raser l'usine, quoi. Donc, on n'a pas envie de raser l'usine. Donc, chacun des consommateurs de l'électricité peut théoriquement s'effacer, mais à énorme coût pour la chaîne logistique en aval, puisqu'évidemment, du coup, il n'y a plus d'aluminium, donc en aval, on ne peut plus rien produire, etc. À énorme coût pour l'appareil industriel, et parfois on ne peut pas arrêter toute la production, on va retirer 20%, mais c'est tout, quoi. Donc en fait le minage de Bitcoin arrive et il dit moi je suis électro-intensif, mais je prends la place d'un conteneur, je peux m'arrêter quand vous voulez, en 1 minute, autant que vous voulez, pour le temps que vous voulez, et ça n'a aucune contrainte logistique en aval. C'est-à-dire que si vous arrêtez un conteneur de minage en France, le réseau Bitcoin continue de tourner, il s'en fiche, c'est pas son sujet. Donc on a ici un consommateur de dernier ressort qui est extrêmement pertinent, qui est celui qui répond le mieux au cahier des charges de l'augmentation de la flexibilité du côté de la demande. Et donc, ça permet de, à la fois, on va dire, casser le plafond de verre du déploiement des renouvelables, puisqu'en fait, on est capable de garantir aux producteurs d'électricité renouvelable qu'ils n'auront plus jamais de prix négatif. Et ça c'est extrêmement important parce que l'exemple du Texas qu'on mentionnait tout à l'heure, au Texas, il y a certains comtés dans lesquels le prix de l'électricité est négatif 1 heure sur 4. C'est 25% du temps où c'est le producteur qui paye.
Et donc évidemment au Texas, alors sur lequel on a une image souvent de en gros drill baby drill, on fait du pétrole et voilà. Non, le Texas c'est plus de 30% de leur mix qui est du renouvelable aujourd'hui. C'est un État où il y a beaucoup de solaire et d'éolien, mais ils ont atteint leur plafond de verre. Et surtout, ils ont du coup des énormes problèmes de gestion du réseau qui se sont traduits il y a maintenant, je crois, 4 ans, où il y a eu une tempête, un blizzard au Texas qui a fait blackout, 300 morts. Plus d'électricité dans un État qui a le PIB de la France, je tiens à le préciser, c'est pas le Texas, c'est pas un petit État. Et donc ils ont à ce moment-là, ils ont eu un traumatisme, ils ont viré le directeur du réseau électrique, ils ont ramené l'ancien par intérim, et ils lui ont dit, t'as une mission, c'est stabiliser le réseau. Et il a fait sa petite recherche, et il est arrivé à la fin de sa recherche en disant que le minage de Bitcoin était, je cite, une bénédiction pour son réseau. Et donc maintenant, il déploie du minage de Bitcoin à échelle industrielle. De mémoire, ils sont autour de 4 ou 5 gigawatts de puissance de minage installée. Et en fait, leur réseau électrique ne connaît plus de défaillance parce que si jamais il y a un pic, comme ce qu'il y a eu en février par exemple, où le gouverneur du Texas s'est félicité en disant on a dépassé le record de demande électrique sur le réseau. Donc pire que lorsqu'il y a eu le blizzard en 2021-2022, et le réseau a tenu, et en fait on constate que c'est parce qu'on appelle les mineurs, on leur dit vous débranchez, boum, ils rentrent 3 gigawatts au réseau. Et donc ça on pouvait pas le faire avant, on peut le faire maintenant sur le déploiement des renouvelables. En France, le problème est un peu différent, pour conclure sur la partie modulation nucléaire, c'est que nous, on a un mix électrique dans lequel les intermittents, en fait, sont bien plus faibles, parce qu'on a une production de base déjà, qui est déjà décarbonée, qui est le nucléaire. En revanche, ce qu'on est les seuls à faire dans le monde, de mémoire, après, je peux me tromper, peut-être qu'il y a un ou deux autres pays qui le font, mais c'est que nous, on donne priorité aux renouvelables sur le réseau, et donc c'est au nucléaire de s'effacer. Et donc, on a ce qu'on appelle un facteur de charge, donc en gros, le temps de sollicitation des réacteurs nucléaires, il est que de 70%, ce qui veut dire que 30% du temps, les réacteurs ne font rien, ou en tout cas ne produisent pas de l'électricité qu'ils pourraient faire. Donc le coût fixe a été payé, l'appareil industriel est là, il a coûté immensément cher, on peut produire du mégawattheure de façon très peu coûteuse, mais comme on laisse la priorité sur le réseau renouvelable, on efface le nucléaire. Aux États-Unis, ce facteur de charge, il est de plus de 90%, parce qu'ils n'ont pas cette réglementation, et donc le nucléaire produit, et il produit en base, il produit tout ce qu'il peut. Et ensuite, le renouvelable, s'il apporte de la puissance électrique, c'est à lui de se débrouiller pour compete, pour être compétitif vis-à-vis du nucléaire. Donc ce qu'on pourrait faire en France, c'est pas exactement le même scénario qu'au Texas, où leur réseau électrique est accessoirement isolé, quasiment isolé, il y a très peu d'interconnexion avec le reste des États-Unis, et où ils ont une proportion très importante de renouvelables, en tout cas beaucoup plus que nous. Nous, c'est plutôt un sujet de dire qu'on a fait les investissements pour l'appareil industriel nucléaire, qu'on veut en déployer plus, parce qu'on est maintenant, ça y est, le nucléaire est redevenu fréquentable depuis quelques années, et donc si on veut pouvoir faire ça, il faut qu'on exploite au maximum de leur capacité. Et ça veut dire qu'on a besoin d'un consommateur qui est capable de justement prendre en charge la modulation et non les réacteurs. Et ça, en fait, je ne connais pas d'autres technologies qui peuvent le faire à part le minage de Bitcoin, parce que les autres technologies, très souvent, tu penses à l'hydrogène, ça fait des années qu'on en parle, en fait, c'est pas facile à mettre en place, il n'y a pas nécessairement de consommateur final encore aujourd'hui, donc peut-être à terme, mais comme on a un sujet d'urgence sur la transition énergétique, en fait, moi, j'ai un cas d'usage qu'on peut implémenter de façon industrielle en quelques mois, c'est déjà prêt, le Texas le fait déjà, et donc c'est largement quelque chose qui nous permettrait de faire gagner plus d'argent à EDF, qui nous permettrait de rentabiliser les infrastructures, de déployer ce capital pour, pourquoi pas, lancer d'autres projets de renouvelables ou d'autres réacteurs nucléaires, et c'est dommage que la France justement ne s'en serve pas pour des raisons idéologiques, parce que EDF a une filiale qui travaille dans les cryptos, mais de façon parfaitement cocasse, fait absolument tout dans les cryptos sauf la seule chose sur laquelle ils ont une synergie avec le monde crypto, c'est-à-dire le minage de Bitcoin. Donc c'est vraiment pour des raisons idéologiques, parce que Bitcoin a mauvaise presse. Les gens pensent que ça finance le terrorisme, que ça détruit la planète, machin, ce qui est faux factuellement, mais comme ça a mauvaise presse, EDF ne veut pas aller dessus, et je pense qu'il y a un autre sujet derrière, c'est aussi que comme Bitcoin est politique, donc Bitcoin vient dire on retire la monnaie de l'État, puisque c'est un petit peu ça le projet politique de Bitcoin, et que EDF est une entreprise publique, forcément il y a aussi un enjeu politique de dire on va quand même pas favoriser l'émergence d'une monnaie qui challenge l'euro, donc on le fait pas. Tu parles beaucoup d'EDF, mais est-ce que les fournisseurs d'énergie alternative qui sont censés construire des capacités, qui sont censés construire des capacités de production
Bon, la réglementation fait qu'en France, ça n'aurait de sens que pour EDF. D'accord. En fait, mais moi, j'ai lancé des projets de minage en France, mais je ne peux pas lutter contre le contribuable, en fait, c'est impossible. Et les industriels sur les sites chimiques ou qui produisent de l'électricité par défaut. Ça, par exemple, ça peut être utile. D'ailleurs, il y a des projets qui se lancent en France là-dessus, même si c'est difficile, mais en tout cas, c'est déjà le cas à l'étranger, sur la réutilisation de méthane. Parce que c'est pareil, hein, encore une fois, le point saillant et important du business model du minage, c'est la partie charognard. Donc il va chercher tout ce dont on ne veut pas. Si un mineur achète de l'électricité, il faut ce avoir en tête, parce que je vois souvent le propos des gens qui disent on pourrait trouver d'autres cas d'usage plus utiles sociétalement ou je ne sais quoi. En fait non, si le mineur consomme, c'est qu'il n'y a personne. Parce que pour la plupart des mineurs, par exemple, au-dessus de 3 centimes le kilowattheure, ils sont plus rentables. Et 3 centimes le kilowattheure, c'est pas cher. C'est vraiment que vous n'avez plus personne en face pour vous l'acheter. En France continentale, à Paris, non, on paye le kilowattheure, on est plutôt autour de 20 centimes. En tout cas pour les clients finaux, les particuliers. Même quand on a des deals avec EDF, le tarif régulé, c'est pour ça que je disais que je ne pouvais pas compete contre EDF, de mémoire, il est plutôt autour de 15 centimes. Donc on est 5 fois supérieur. Si vraiment le mineur achète, c'est que en fait, le fournisseur n'a pas trouvé d'acheteurs alternatifs. Alors, rappelez ta question, pardon. Non, sur les sites industriels où il y a une surproduction parfois d'électricité. Il faut qu'ils soient isolés, justement. C'est pour ça. Alors moi, je vais prendre l'exemple du projet que j'ai mené en France. Enfin, il y en a d'autres qui le mènent avec plus de succès que moi en ce moment. Mais en gros, donc là, il y a la partie équilibrage de réseau dont on a parlé. Il y a la partie modulation nucléaire dont on a parlé. Et puis, il y a aussi la partie aller chercher tout ce qui est production de méthane, on va dire... externalités négatives à certaines activités. Donc le méthane, c'est un gaz qui est à court terme 80 fois pire que le CO2 en termes de réchauffement climatique. Donc c'est un gaz qui est en gros notre levier principal d'action à court terme. Si on a envie de gagner du temps, en fait, par rapport à la transition écologique, il faut qu'on aille chercher le méthane. C'est devant le CO2, ce serait vraiment le truc qui serait le plus efficient à court terme. Le problème, c'est que le méthane, dans ses sources d'émissions, en gros, je caricature un tout petit peu, mais un tiers, c'est l'agriculture, les bovins, les sites d'enfouissement de déchets, décomposition qui génèrent du méthane, et les exploitations pétrolières qui, elles, ont le méthane comme un coproduit. Où, voilà, je perce un trou, il y a du pétrole, mais il y a aussi du méthane, et je ne sais pas quoi en faire de ce méthane, donc souvent on le brûle. Donc le problème de toutes ces sources-là, c'est qu'en règle générale, elles sont très décentralisées. On ne va pas mettre un outil de captation du méthane sur chaque vache. A priori, ça va être compliqué, même si je sais que des projets existent d'ailleurs. On ne va pas non plus aller... le principe d'un site d'enfouissement, c'est que personne ne va habiter à côté. Donc en règle générale, ils ne sont pas au milieu d'une zone urbaine. La plupart, au niveau mondial, ne sont même pas connectés à un réseau électrique. Ils sont loin de tout. On n'en veut pas d'un site d'enfouissement. Et puis le pétrole, c'est pareil. Hein. Le pétrole, il est là où il est. Et donc s'il faut aller en Sibérie ou au milieu du désert, a priori, c'est pas là qu'il y a des bassins d'emploi ou de population. Et donc c'est très difficile d'avoir une action efficace sur le méthane. L'Agence internationale de l'énergie disait il y a quelques années que ça fait 20 ans qu'on stagne sur les émissions de méthane, voire qu'elles progressent chaque année. Alors pour donner un ordre d'idée, les émissions de méthane de ce style, il y a 150 milliards de mètres cubes par an qui sont brûlés. Donc juste brûlés, hein, le méthane sort et puis comme on ne sait pas quoi en faire, on met une petite étincelle et on brûle. Et pourquoi on brûle? Pour que ça devienne du CO2 justement par combustion, donc on préfère le CO2. Et il y en a 50 milliards en plus qui eux sont juste, on les laisse s'échapper, on le brûle même pas. Et ces 200 milliards de mètres cubes, en gros, si on les transformait en électricité, vous avez les 3/4 de la consommation annuelle de l'Union européenne qu'on brûle tous les ans ou qu'on laisse s'échapper. Donc c'est un énorme sujet. Mais encore une fois, ça veut dire qu'on aurait besoin, prendre l'exemple d'une exploitation pétrolière ou d'un site d'enfouissement, qui était le cas que moi je voulais développer en France sur les sites d'enfouissement. Ce site d'enfouissement étant isolé, il lui faut quelqu'un qui est capable de venir sur site pour se poser et dire je consomme le méthane excédentaire. Mais la production n'étant même pas hyper fiable. Ça peut être de temps en temps il y a 1 mégawatt, de temps en temps il y a 0,8, de temps en temps... Donc on ne peut pas mettre un data center classique, parce qu'il lui faut un uptime de 99%, il lui faut la fibre optique, il lui faut de la redondance, on n'a pas besoin de tout ça pour le minage de Bitcoin. Le problème, c'est qu'en France, quand on propose ce business model,
qui fonctionne encore une fois à l'étranger. C'est voilà, bonjour, un site d'enfouissement. J'amène mes capex, donc mes machines, j'amène mes turbines, et puis je vous prends votre méthane. Au lieu de le brûler et d'avoir des problèmes réglementaires, vous le filez à moi gratuitement ou à 1 centime, 2 centimes. Moi, je mine, je gagne de l'argent. Le climat est content, vous êtes content, je suis content, tout le monde est content. En France, en fait, on peut pas le faire pour des raisons où on dira très probablement tant mieux ou tant pis, selon comment on le regarde, mais c'est que l'État s'est substitué au marché, comme très souvent en France. Et donc, là où la raison pour laquelle la plupart de ces sites ne sont pas connectés, c'est qu'on ne va pas tirer un gazoduc sur 10 km ou même un réseau électrique, hein, parce que ça coûte des millions à déployer juste pour atteindre un site d'enfouissement qui, dans 30 ans, sera probablement fermé, etc. Donc, en fait, ça coûte beaucoup trop cher pour le résidu de méthane qu'on a. Et donc, on ne le fait pas. Sauf en France, puisqu'en France, on le fait par l'impôt. L'ADEME prend 60% par exemple de la connexion au réseau. Une fois qu'on est connecté, on peut toujours revendre au réseau parce que EDF a un tarif régulé à 15 centimes, donc il est obligé d'acheter. Donc en fait, le business case ne fonctionne pas en France. Il fonctionne si jamais on est tout à fait intégré, par exemple dans certaines usines de traitement des boues usées, où ça peut se faire parce qu'il y a aussi dégagement de chaleur. Et donc recyclage de chaleur, etc. Donc on peut faire de la cogénération. Donc ça, c'est un projet qui est en cours en France via d'autres entrepreneurs que moi. Mais sur juste l'exploitation de méthane, c'est moins possible parce que le concurrent est en fait le contribuable. Donc ça rend les choses très difficiles. Mais à l'étranger, ça peut se faire. À l'étranger, ça se fait déjà d'ailleurs. Alors, question un peu naïve, hein, peut-être. Si ça marche, c'est génial. Et à un moment donné, tout le monde dit bon, ok, tout le monde s'y met, on va dire. Les États-Unis, la France, les Chinois, les Russes, les Indiens, tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours intéressant en termes financiers. Tout le monde calcule en même temps. On mine de plus en plus de Bitcoin. Comment ça va? Essaye de faire une réponse techniquement simple pour les gens qui ne connaissent rien. Mais le réseau Bitcoin a un truc formidable qui est très innovant, qui s'appelle l'ajustement de la difficulté. Ce qui veut dire que quelle que soit la puissance de calcul disponible sur le réseau, c'est la difficulté du problème mathématique qui s'ajuste pour qu'on tende toujours vers 10 minutes comme temps de résolution de l'équation. Donc en fait, s'il y a plus de monde qui apporte sa puissance de calcul, ce qui est le cas depuis 15 ans, hein, tous les ans ça monte, globalement, on est autour de, je crois, de mémoire, 800 ou 900 exahash par seconde, donc ça dit rien en termes mais on fait des milliards de calculs chaque seconde sur le réseau Bitcoin, c'est de très très loin le réseau le plus sécurisé du monde, et ça n'a pas empêché de rester à 10 minutes de temps de production d'un consensus. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pression sur le business model. C'est pour ça que je disais qu'ils doivent être des charognards. S'ils ne vont pas chercher l'électricité à 1 centime le kilowattheure, ils ne pourront pas être rentables. Donc il y a deux choses à dire en plus. La première, c'est que moi je pense, c'est un avis, que comme la quasi-totalité des compagnies d'électricité sur Terre sont des entreprises publiques, elles vont finir par sortir du marché les entreprises privées parce qu'elles n'ont pas de problème de rentabilité. Par définition, le contribuable étant là pour renflouer, et que donc du coup nous aurons effectivement un objet qui sera d'autant plus géopolitique parce que chaque entreprise d'électricité publique, c'est mon avis aussi, mais je pense que d'ici quelques années, il y aura plus d'entreprises d'électricité qui ne touchera pas à Bitcoin. Ça n'a aucun sens. Ce sera intégré à tous les business models, pas nécessairement comme objet central. Hein. Ça peut être juste, voilà, on a un mineur là, et puis on l'active, on le désactive. Mais donc du coup, ça va probablement sortir du marché une partie substantielle des entreprises privées, sauf celles qui travaillent off-grid. Donc ils ne sont pas sur des réseaux intégrés, mais c'est le cas de Sébastien Gouspillou au Congo. Il n'y a pas de grid congolais. Lui, il est sur le parc des Virunga, sur de l'hydroélectricité off-grid. Donc il permet le déploiement d'un réseau électrique pour les habitants de l'est du Congo, donc notamment à Goma. Ce qui d'ailleurs arrête la déforestation, ce qui est plutôt pas mal. Et ça, il peut le faire parce que personne d'autre ne peut déplacer un conteneur électro-intensif au milieu de la jungle et consommer de la production électrique d'un barrage au fil de l'eau. Alors que justement, il y a un cercle vicieux. Hein. Si je fais un barrage, il n'y a pas de réseau de distribution, je vais pas faire le barrage. Mais si j'ai pas de réseau, je vais pas faire le barrage. Si j'ai pas de barrage, je vais pas faire le réseau. Donc lui, il vient casser ce cercle vicieux en disant faites votre barrage, moi je vous consomme, avec ce que je vous donne. Vous pouvez construire le réseau et ensuite, dès que la ville est en capacité de consommer la production du barrage, moi je suis plus compétitif. Donc je dois partir et je m'en irai. L'autre chose à dire, c'est que c'est un petit peu la tendance que je décrivais juste avant, mais
Pour tout ce qui est minage on-grid, notamment le Texas, le Texas, quand un mineur se branche au réseau, on ne sait pas différencier les électrons, donc il prend le mix du Texas, qui est encore carboné pour une partie substantielle. En revanche, l'aide qu'il apporte, on l'a dit tout à l'heure, c'est de casser le plafond de verre du déploiement des renouvelables, c'est d'empêcher aussi l'ouverture de centrales à gaz de pointe. Il y en a une pour le coup, factuellement, le Texas n'a pas ouvert une nouvelle centrale à gaz naturel grâce au minage de Bitcoin, parce que c'est des centrales qu'on se doit d'avoir sur le réseau pour servir 20 heures par an, quoi. Mais si elles sont pas là, on a un blackout. Donc là, on n'a plus besoin de ça. Mais la plupart des acteurs qui font du on-grid maintenant sont vraiment des acteurs. C'est plus des mineurs, c'est des acteurs de l'énergie. De mémoire, par exemple, une entreprise comme Riot, Riot qui est un mineur aux États-Unis, 50% de leur chiffre d'affaires provient du fait qu'ils ne minent pas. Parce que quand ils minent pas, ils sont rétribués pour ce faire par le gestionnaire de réseau. Ou par les acheteurs d'électricité, ou qui rachètent des créneaux d'électricité entre guillemets sur le marché. Mais donc du coup, c'est devenu des acteurs de l'énergie. En fait, le minage, c'est leur activité de base. Mais ensuite, ils s'adaptent au marché, ils minent pas en fonction, ils s'ajustent en fait en permanence au prix du marché. D'accord, ok. Donc si l'Inde, si l'Inde, la Chine, etc. s'y mettent, ce qu'ils font déjà, la Chine est un lieu de production, la Russie le fait beaucoup, l'Inde, j'ai moins connaissance, mais globalement, les gens y vont tous. En fait, on aura une compétition géopolitique mondiale pour avoir une part de la gouvernance du réseau du commerce international, ce qui me semble pas négligeable. Mais le réseau continuera de tourner et c'est d'autant plus sécurisant pour le réseau s'il y a des pays aux intérêts divergents qui le font tourner. Ok. Quel parti politique en France est en pointe là-dessus? On a vu hier... Alors quand vous verrez l'épisode, c'est pas hier, c'était 15 jours avant, mais on a vu hier Marine Le Pen faire une sortie what Marine Le Pen qui parle de Bitcoin. Quel parti est en pointe là-dessus? Est-ce que c'est parce que les partis ont compris qu'il y avait un intérêt énergétique? Je pense pas, mais un intérêt électoral. Oui. Ouais, il y a un intérêt électoral parce qu'on a vu Trump se positionner pro Bitcoin, donc derrière on sait que les gens essayent de copier ce qui marche à l'étranger. Quel est ton avis là-dessus? Alors, plusieurs avis. Le premier, c'est qu'effectivement, plus l'adoption progresse, plus il y a un enjeu électoral. C'est-à-dire que il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, le pari politique, pour n'importe quel homme ou femme politique, de parler de Bitcoin, on ne prenait jamais de risque à dire que Bitcoin était nul. Parce qu'en fait, il y a tellement peu de gens qui en ont, donc on risque pas grand-chose. En revanche, on flatte une partie de l'électorat qui pense que, comme beaucoup de gens, Bitcoin c'est le terrorisme, le blanchiment, tous les trucs, monnaie du dark web et plein d'autres choses. Donc en fait, on flatte une partie de l'électorat tout en prenant un risque modéré. Plus l'adoption progresse, plus ce calcul politique il s'inverse. Aux États-Unis, il s'est inversé. Ça y est, c'est passé. Maintenant, c'est derrière nous. Les démocrates ont en partie perdu là-dessus. Alors évidemment, je ne fais pas l'affront de penser que Bitcoin est à la même place dans le débat public que la guerre en Ukraine, le Covid, la pandémie, la logistique, l'immigration ou je ne sais quoi. En revanche, le découpage électoral qui est devenu une science de pointe aux États-Unis sur les profils politiques, la sociologie, etc., les républicains ont identifié avant les démocrates que effectivement il y avait environ 20% des Américains qui possédaient des cryptos, ce qui du coup n'est absolument pas rien, ça fait 1 sur 5, c'est énorme. Énorme. Ouais. Et sur ces 1 sur 5, c'est beaucoup de gens qui sont single issue voters, c'est-à-dire qu'en gros, peu importe qui, ils voteront pour une personne qui sera favorable. Et ils s'en foutent du reste. C'est un truc qui est beaucoup plus culturel aux États-Unis. En France, moins. On prend le parti politique, on prend un package, philosophie étatiste, libérale, socialiste, machin. Aux États-Unis, il y a plein de gens, c'est non, je vote pour la personne qui a dit un truc positif sur mon seul sujet, et voilà, le reste, je m'en fous. Donc en fait, ils ont fait cette analyse-là, et donc ils ont fait se positionner Trump en faveur du Bitcoin et des cryptos. Alors, il maîtrise pas non plus tout à fait ce qu'il raconte. Trump, dans les différentes conférences qu'il a faites, le propos était très évasif et pas forcément toujours très juste, mais il s'adresse à un public pour lequel, contextuellement, il faut avoir en tête que c'est un public qui est, en toute proportion gardée, mais persécuté d'une certaine façon,
peut pas ouvrir de compte bancaire, on est ostracisé, on peut difficilement faire du business. La plupart des entreprises aux États-Unis qui sont sur le sujet des cryptos se font poursuivre par les autorités avec des procès, etc. Et puis même vilipendé d'un point de vue du débat public. Je réitère, je dis Bitcoin à n'importe qui dans la rue. Je pense qu'il y a soit il me sort c'est le terrorisme, soit il me sort c'est le blanchiment d'argent, soit il me sort c'est une escroquerie, soit il me sort c'est de la spéculation, soit il me sort ça détruit la planète, qui était devenu le nouveau poncif depuis quelques années. Ce qui est énervant puisque c'est l'inverse, en fait, il participe à la transition énergétique. Et donc, il y avait vraiment ce côté où, en fait, quand on travaille dans l'industrie, on a l'impression d'être un paria. Et donc là, on a un personnage politique qui a une chance d'être président des États-Unis, je me mets au moment de la campagne, qui dit non, en fait, ne vendez jamais vos bitcoins, ce que vous faites c'est trop stylé, on a envie de miner tous les bitcoins aux États-Unis, on a envie d'être la nation du bitcoin, moi je vous promets dès que j'arrive, je vire le président de l'autorité des marchés financiers qui vous persécute. Donc en fait, dans la sociologie des gens qui ont voté Trump là-dessus, il y avait eu un sondage qui avait été fait juste avant l'élection. Et c'est sociologiquement assez proche de la France. La variable numéro 1 qui va déterminer la détention de crypto en règle générale, c'est la jeunesse. Plus les gens sont jeunes, plus ils ont une probabilité importante de détenir des cryptos. Et en fait, on constatait que, en gros, il y avait, je vais donner des chiffres aux alentours, hein, m'en voulez pas si c'est pas les chiffres exacts, mais de mémoire, il y avait quelque chose comme 49% des détenteurs de Bitcoin, de crypto, qui disaient avoir voté Biden et être des démocrates. Contre, je sais plus, 42 ou 3, parce qu'après il y a des indépendants et non machin, mais qui disaient que quand on disait et à cette élection vous allez voter pour qui, ça s'inversait. Et donc ce qu'en fait c'est que il y a une proportion substantielle dans le public des gens qui ont de la crypto qui sont démocrates et qui ont voté Trump. Alors même que le personnage Trump est pas particulièrement attrayant pour quelqu'un qui est démocrate, voire plutôt un repoussoir. Donc ça veut dire que c'était suffisamment gros pour eux pour changer d'opinion et voter pour le personnage. Et sur 20% de la population, gagner 5 ou 10 points, c'est énorme. Donc en fait, il y a une partie substantielle de l'explication qui provient de là. Les partis politiques en Europe, ils regardent aussi. Alors nous, on a eu, en 2022, aux élections présidentielles, on aurait pu avoir une séquence un peu similaire. En France, c'est pas 20% des gens qui possèdent des cryptos, c'est plutôt 12%. Mais on a une culture financière qui est loin d'être celle des États-Unis. Donc, à titre de comparaison, aux États-Unis, 50% des Américains détiennent des actions en propre. En France, c'est 8%. donc déjà, numéro 1, la culture financière est largement différente. Et numéro 2, si ça vous aura pas échappé, il y a plus de Français qui ont des cryptos que de Français qui ont des actions. Donc ça, c'est quand même important. Ça veut dire que c'est pas personne. Dans ces Français, plus de la moitié des détenteurs ont moins de 35 ans. Donc encore une fois, c'est la jeunesse qui vraiment détermine en numéro 1 le positionnement. Ça, c'est 12%. Il y a quelques années, c'était 5. Donc 5, on s'en fout. C'est 5% des jeunes, ils votent pas. On s'en fout. Aujourd'hui, c'est 12%. Un électeur sur 10. C'est plus possible de ne pas leur parler. Donc dès 2022, il y avait eu une séquence dans la campagne présidentielle où il y avait pas mal de candidats qui avaient pris rendez-vous pour passer chez Ledger, donc qui est une licorne française du sujet crypto, parce qu'ils ont un très beau narratif à raconter. C'est une usine, c'est du hardware, ils font du hardware, donc il y a une usine, réindustrialisation, c'est à Vierzon, les territoires, on est fait de l'innovation, etc. Donc il y avait plein de gens qui étaient allés à Ledger pour annoncer des choses. Et comme chacun le sait, en 2022, nous avons eu la guerre en Ukraine. Et donc le sujet est passé au deuxième plan et plus personne n'en a parlé. Donc on a raté le coche, entre guillemets. Et maintenant, du coup, on attendra les prochaines élections présidentielles. Mais comme ça a marché pour Trump, maintenant il y a des partis politiques qui effectivement disent on va peut-être pas laisser passer notre chance là-dessus. Ils commencent à s'entourer. Moi, là, en décembre, janvier, février, j'ai rencontré énormément de personnel politique de différents bords. En revanche, effectivement, d'un point de vue qui se positionne, malheureusement, à gauche, c'est complètement idéologisé. Donc, ils ne veulent quasiment pas en entendre parler parce que ça coche toutes les cases des choses dont ils ne veulent pas entendre parler. Hein. En gros, c'est de la monnaie hors de l'État. Donc, comme ils aiment l'État, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est de la spéculation. Donc, les marchés financiers, c'est pas bien. Il y a eu tous les poncifs sur l'environnement sur lesquels ils ne se sont pas posé la question de savoir si c'était vrai. Juste, ils se sont dit, oulala, de la consommation électrique. Oui, c'est encore, ils ont trouvé un nouveau totem, quoi. Ils ont trouvé un nouveau totem. Donc, c'était fun à gauche de se positionner contre Bitcoin pour, en fait,
signaler sa vertu, comme souvent malheureusement, mais ça bouge, ce qui est plutôt pas mal. Alors même que, je tiens à le préciser, d'un point de vue du fondement philosophique de Bitcoin, c'est complètement un truc de gauche. Alors gauche au sens plutôt gauche libérale, mais c'est la monnaie des opprimés. Les principaux utilisateurs, c'est des jeunes, c'est les lanceurs d'alerte, c'est sortir du monopole des banques. En gros, c'est Occupy Wall Street qui fonctionne. Là, Marine Le Pen leur a mis un pavé dans la mare quand même. Ils sont obligés de réagir parce que. Alors en France, les premiers à en avoir parlé, c'est les premiers. À cause du contexte que j'ai mentionné en 2022, c'était Éric Zemmour, parce que lui il a eu le temps d'aller chez Ledger avant la guerre en Ukraine, donc en fait tous les autres allaient se positionner. Mais les autres, du coup, ne sont pas allés. Finalement, ils ont annulé parce qu'il y avait la guerre en Ukraine. Et donc, beaucoup de gens à gauche se sont servis de ça en décontextualisant, en disant, regardez, c'est bien la preuve que Bitcoin est un truc d'extrême droite, puisqu'il n'y a que Zemmour qui en a parlé. Non, contextuellement, c'est un petit peu différent. Ouais. Ensuite, rebelote, début janvier ou fin décembre, je me souviens plus, c'est Sarah Knafo qui en a parlé au Parlement européen, en demandant à peu près strictement la même chose, c'est-à-dire instrument de souveraineté, levier pour le nucléaire, etc. Ensuite, on a eu moi j'ai eu plusieurs rendez-vous avec plutôt des gens effectivement qui étaient dans les partis très à droite de l'échiquier. Mais donc là, début mars, on a eu la possibilité de rencontrer aussi François Hollande, qui se positionne sur le sujet, qui réfléchit, et j'espère que ça va débloquer la gauche. Parce que là, pour l'instant, elle est vraiment complètement bloquée sur ce sujet-là, ce qui me désespère, parce qu'on a besoin de la gauche dans le débat public politique français. Et donc j'espère que ça va déculpabiliser beaucoup de gens à gauche qui me contactaient avant, qui disaient, en fait, ils sont soumis à une pression, c'est-à-dire qu'une personne philosophiquement de gauche qui parlait de Bitcoin dans ses cercles politiques ou d'amis, instantanément ostraciser toutes les discussions. Donc en fait, on en vient à mettre le sujet en tâche de fond. On n'a pas envie de se faire ostraciser par ses propres amis politiques. Et donc j'espère que ça va contribuer à débloquer les gens de gauche, parce qu'encore une fois, il y a un discours de gauche sur les cryptos, sur Bitcoin en particulier. Les autres cryptos, c'est beaucoup moins le cas, mais sur Bitcoin en particulier, qui est largement tenable, sur les libertés fondamentales, les minorités, les lanceurs d'alerte, tout ce qu'on veut. Tout ça est complètement de gauche, entre guillemets. On a parlé beaucoup de la partie énergétique et technique du Bitcoin. On va revenir un petit peu à ses fondements philosophiques. Au départ, Bitcoin naît d'une défiance vis-à-vis du système bancaire et système financier traditionnel. Est-ce que cette défiance, elle est plus forte aujourd'hui qu'en 2008 ? Est-ce que Bitcoin, c'est toujours un symbole de révolte contre l'État ? Est-ce que c'est pas devenu un simple actif spéculatif sur les marchés ? Et puis, je pose plein de questions parce que comme tu réponds longtemps, j'en profite. Et puis, est-ce que c'est toujours est-ce que c'est toujours ce symbole de la liberté quand on voit que justement beaucoup de gens poussent pour une adoption des réserves de Bitcoin par les États. En fait, finalement, c'est pas un peu contradictoire. On veut que les grands groupes financiers fassent des ETF et fassent des placements en Bitcoin, que les États fassent des réserves en Bitcoin. Donc, finalement, que les États s'en mêlent pour faire monter les cours et que ça plaise à tout le monde. Alors, non, mais voilà. Donc, est-ce que la défiance par rapport au système bancaire aujourd'hui, elle est plus forte qu'avant ? Est-ce que c'est toujours un instrument de révolte ou est-ce que oui, bien sûr, c'est pas un actif purement spéculatif? Et puis la question, qu'est-ce que ça fait est-ce que c'est pas un peu contradictoire que les États, on demande aux États de s'impliquer de plus en plus dans... C'est qui ont, parce que même au sein des bitcoiners, il y a loin d'avoir un consensus sur la volonté d'impliquer les États. La plupart des bitcoiners disent c'est pas le rôle de l'État de stacker du bitcoin, il n'y a aucune légitimité à me prendre de l'argent par l'impôt pour acheter du bitcoin, en gros laissez-moi stacker du bitcoin tout seul plutôt que de passer par l'État. Donc le on est très diffus en fait, bon, on en reviendra tout à l'heure, mais c'est pas aussi évident que ça. Est-ce que la défiance est supérieure aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais en tout cas elle est faible. Ça pour le coup c'est évident. Le problème étant, et c'est le problème qui est mentionné directement par Satoshi Nakamoto dans ses premiers posts sur Internet, enfin en tout cas sur Bitcoin, c'est qu'on n'a pas d'alternative. C'est ça le problème surtout, c'est que la numérisation de l'argent, qui a eu lieu vers la fin du XXe siècle,
ne savait pas résoudre le fameux problème informatique que j'ai mentionné, et donc on a été obligé de bancariser tout le monde. Je cite souvent un chiffre à titre d'exemple, mais dans les années 60, en France, il n'y a que 6 millions de comptes bancaires. Il y a 50 millions d'habitants. Aujourd'hui, tout le monde est bancarisé. C'est même obligatoire, par la loi, si on veut toucher un salaire au-dessus du SMIC, d'être bancarisé. Donc, on a changé en l'espace d'une ou deux générations, du tout au tout. C'est passé de le compte bancaire est un truc de riche qui veut faire du commerce à l'international, à tu ne peux même pas toucher ton salaire si tu n'as pas de compte bancaire. Et en gros, être interdit bancaire, c'est être un paria, c'est être exclu de la société. On ne peut pas s'intégrer socialement ou très très difficilement si on n'a pas de compte bancaire. Toutes les opérations en ligne se font avec des intermédiaires de confiance, que ce soit Visa, Mastercard, PayPal, qui vous voulez, il y a toujours un intermédiaire de confiance. Et le problème, c'est que quand on dit intermédiaire de confiance, on aurait envie de pouvoir leur faire confiance. Le problème, c'est que comme il n'y a pas d'alternative, je suis obligé de leur faire confiance. C'est pas un problème en soi. Souvent, les gens me disent « Ah, vous êtes contre les banques ». Je suis pas contre les banques. Les banques ont parfaitement leur place dans l'économie. Elles financent, elles font du crédit, elles intermédient l'épargne et le crédit. En tout cas, originellement, parce que c'est plus comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, mais elles ont un rôle dans l'économie, dans le financement. Mon problème, c'est quand je n'ai pas le choix. Parce que, et la situation de la France est particulièrement éloquente là-dessus, puisqu'on est plus avancé que les autres, malheureusement, on a 5 banques. Point. On a fait le marché. 5 banques font 90% des actifs bancaires du pays. Donc, dans les banques majeures françaises, il y en a un certain nombre qui gèrent plus de PIB que la France. Elles sont quasiment toutes systémiques au sens international. Donc, ça veut dire qu'en gros, systémique, ça veut dire si cette banque fait faillite, l'économie mondiale s'arrête. La France est le 2e pays en termes de nombre de banques systémiques derrière les États-Unis, devant la Chine. Donc, on a ce qui ressemble à un oligopole et un cartel autour de l'industrie bancaire qui contrôle du coup les comptes bancaires. Or, par exemple, on ne peut pas faire d'entreprise en France si on n'a pas de compte bancaire. C'est illégal, on ne peut pas le faire. Donc, vous voyez venir, comment on fait pour concurrencer l'industrie bancaire, sachant qu'il faut leur demander la permission pour ouvrir un compte bancaire. On ne peut pas. Donc, ce genre de situation dans lequel une industrie devient incontournable, en fait, crée des comportements de cartel. De facto, c'est pas un problème de les gens dans la banque sont méchants, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que dans n'importe quel environnement, si vous donnez les clés du camion à 4 ou 5 personnes, qu'elles peuvent avoir tout pouvoir et qu'elles décident qui peut les concurrencer, c'est mécaniquement ce qui va se passer. Donc là où c'est plus problématique, c'est que ce truc-là est au niveau mondial. On ne sait pas faire sans les banques. Les banques, on parle d'hypertrophie de la finance, c'est-à-dire que la finance prend de plus en plus de place dans l'économie, alors même si elle a un rôle important, peut-être que ça devrait prendre moins de place que l'industrie ou l'agriculture ou certains autres services, mais il y a une hypertrophie de la finance parce que la finance devient boulimique parce qu'elle est inarrêtable. Elle est inarrêtable parce qu'elle est incontournable. Donc ce que critique Satoshi Nakamoto, c'est 2 choses. C'est l'intermédiation bancaire, en disant il faut pouvoir s'en passer, on doit pouvoir faire un système de paiement qui fonctionne sans intermédiaire, ce qu'est Bitcoin. Mais ce qu'il critique aussi, et c'est une autre chose, c'est le système monétaire, pas le système bancaire. Et là, le système monétaire, effectivement, Bitcoin est une proposition qui est en contradiction frontale. Là, il n'y a pas de j'aime bien les banques, mais est-ce qu'on pourrait réduire leur pouvoir ? C'est ce système-là est nul, il nous en faut un autre. Donc là, c'est vraiment une proposition frontale. Donc pour ça, tout à l'heure, je disais, c'est Occupy Wall Street qui fonctionne, parce qu'effectivement, ça fonctionne. Ils n'arrivent pas à l'arrêter. Ça fait 15 ans que ça tourne, on ne peut pas l'arrêter. Il y a de plus en plus d'adoptions, il y a de plus en plus l'actif le plus performant de la décennie, et donc ils sont désemparés devant ce truc-là. Donc le fait de voir que des États s'en emparent, déjà, s'en emparent quoi ? Ils en achètent. C'est pas, ils s'emparent du protocole et du réseau. Le protocole et le réseau, ils tournent toujours très bien, il n'y a aucun souci pour lui. C'est qu'ils en achètent. C'est la preuve que ça fonctionne. Il y a une phrase chez les bitcoiners qui résume bien cet esprit, c'est « Bitcoin is for enemies ». Le Bitcoin est pour les ennemis. La proposition de valeur de Bitcoin, c'est que c'est neutre, non manipulable. Donc s'il n'y avait que ses amis qui pouvaient s'en servir, c'est que la proposition de valeur n'est pas remplie. Donc même pour les bitcoiners, il y en a effectivement une partie substantielle dans l'idéologie originelle, qui est plutôt libertarienne, cypherpunk, crypto-anarchiste, pour qui le concept même d'État n'est pas accepté. C'est nul, il faudrait abolir les États. Mais même malgré cette idéologie, l'État peut quand même y aller. C'est la preuve que ça fonctionne. Donc c'est pas aussi les États-Unis pourraient acheter 1 million de bitcoins s'ils ont envie. Ça change rien au protocole.
protocole continue de tourner, ça ne donne aucun pouvoir aux États-Unis. Le seul pouvoir que ça leur donne, c'est éventuellement de dumper le cours en vendant leur bitcoin. Bon, voilà. Ça durerait quelques semaines et puis ça repartirait. Et est-ce qu'on voit des choses de la part des États justement pour parce que ce que tu dis c'est super intéressant. On parle de transparence, de liberté dans les transactions, alors j'allais employer le mot de contournement du système, mais non, c'est plutôt de reprise de la liberté dans le système. Les deux, sur la partie système de paiement, c'est un contournement, parce que on pourra toujours faire le choix par simplicité, par exemple, de dire ok, j'ai accès à Bitcoin, mais j'ai pas envie, je préfère passer par un intermédiaire bancaire. Et ce qui est legit comme raisonnement, puisque encore une fois, on n'a pas, moi d'ailleurs je ne souhaite pas l'avènement d'une société de défiance. Quand je monte dans un taxi, je vérifie pas le moteur. Quand je vais au restaurant, je n'amène pas un goûteur pour vérifier qu'on va pas m'empoisonner, etc. Donc là c'est pareil. Si des gens veulent continuer de faire confiance au système bancaire, il faut que ça puisse continuer. C'est pas un frein à l'adoption d'ailleurs pour Monsieur Tout le Monde aujourd'hui. Par exemple, je fais un virement à travers ma banque, je me suis fait arnaquer. En théorie, je me retourne vers ma banque pour être compensé parce que voilà, tu vois, j'ai un intermédiaire physique de confiance pour me retourner et récupérer mon argent, un interlocuteur, on va dire. Avec Bitcoin, c'est pas possible. Si je fais une transaction et qu'il y a eu une erreur, j'ai personne vers qui me retourner demain. Avec le cash non plus. Non. Avec le cash, mais avec une transaction bancaire, tu peux. Parce qu'elle est censurable. Monsieur Tout le Monde, oui, mais Monsieur Tout le Monde a un intermédiaire de confiance vers qui il n'y a pas de bonne réponse à la question. C'est que la réponse est la réponse philosophique depuis des millénaires, c'est le dilemme entre liberté et sécurité. C'est quand vous avez du cash dans votre poche, si on vous vole votre portefeuille, vous pouvez aller porter plainte si vous voulez, ça ne vous retrouvera pas votre cash. Non, mais ma question c'était plus par rapport à l'adoption. Est-ce que c'est pas un frein à l'adoption ? En partie, si. Mais c'est un choix à faire quand tu. C'est un choix à faire, et c'est surtout il faut avoir conscience que. Et je pense pour un public d'ingénieurs ça s'entend très facilement, les sujets de sécurité et de responsabilité sont souvent dédaignés parce que c'est perçu comme des coûts, et le jour où ça arrive, le problème, flûte alors, je m'étais pas sécurisé. Pour Bitcoin c'est pareil, le coût n'est pas nécessairement financier, c'est un coût d'éducation, c'est un coût de responsabilisation, effectivement gérer ses propres actifs, donc ça veut dire avoir ses clés privées, ça veut dire les gérer dans des endroits différents, etc. C'est embêtant. Alors, c'est embêtant, modulo, accessoirement, avant la bancarisation massive, donc il y a encore 40-50 ans, c'était strictement ce que faisaient déjà les gens. Quand on a un lingot d'or chez soi, dans son jardin, sous le matelas, etc., qui sont des expressions qui sont restées dans le vocabulaire, et si on se fait cambrioler, on n'a plus rien. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les sécuriser, on met la clé du coffre-fort. Il y a des gens qui stockent leur bitcoin dans un coffre à la banque. Donc on pourrait se dire c'est contre-intuitif, pas du tout. On sécurise son bitcoin et chacun le fait comme il a envie de le faire. Si on n'a pas envie de prendre la responsabilité, il faut pouvoir s'appuyer sur des intermédiaires de confiance dont c'est le métier et qui factureront le prix du service. Donc il faut que les deux modèles existent. Le problème du système actuel, c'est que comme c'est une fuite en avant, alors là je parle plutôt de la partie monétaire, donc là, le concept de monnaie fiduciaire, fiat, il n'y a rien derrière la monnaie fiat. C'est manipulable à volonté et ça ne correspond à rien. Beaucoup de gens ont parfois soit l'illusion qu'il y a encore de l'or derrière l'euro, absolument pas, que parfois ils disent c'est la force de l'économie européenne. Alors pas du tout, je rappelle qu'on a doublé la base monétaire du dollar lors du Covid. J'ai pas l'impression que lorsque tout le monde était chez soi à rien produire, l'économie américaine avait fait x2. Il y a une illusion totale autour de ce à quoi correspond la monnaie. Et ça c'est problématique parce que c'est un transfert de richesse organisé. C'est que quand il y a une imprimante monétaire, toutes les personnes qui ont de l'épargne en euros, en dollars, en monnaie fiat, en fait, la valeur par l'inflation est transférée vers les détenteurs d'actifs qui, eux, sont très contents d'avoir de l'argent qui tombe du ciel. Je donnais une stat qui va peut-être vous intéresser. Si vous prenez l'indice boursier S&P 500 aux États-Unis depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, qui a une performance annuelle, je ne sais plus combien, quelque chose comme 7, 8, 10%, si vous corrigez ça de l'augmentation de la masse monétaire, la performance du S&P 500 depuis quasiment 50 ans, c'est 0,3% par an. 0,4, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est pas la bourse qui performe, c'est pas l'économie qui performe, c'est que tout le monde est sous morphine. On est dopé à l'augmentation de la masse monétaire. Donc ça nous permet d'acheter du temps, ça nous permet d'acheter du confort. Au détriment de quoi ? Au détriment d'une consommation de ressources exacerbée.
Ça, c'est la problématique environnementale de la monnaie fiat, qui pour moi est un éléphant dans la pièce. Vous pouvez faire autant de COP que vous voulez, tant qu'on est en système de monnaie fiat, on ne peut pas faire les accords de Paris. C'est impossible, puisque dès que vous avez un embryon de commencement de sobriété, on double la masse monétaire pour que ça n'arrive pas. Donc, on peut faire autant de discussions qu'on veut, tant que le sujet de la monnaie fiat est dans la pièce et qu'il n'est pas traité, il n'y aura pas de sobriété, il n'y aura pas de tout vous voulez, de GIEC, d'accord de Paris, vous le mettez de côté. Tu peux développer un peu ce point-là pour expliquer aux gens ce que... Oui, je peux le développer. Le développer plutôt, l'expliciter un peu plus intelligiblement. Le contextualiser. Le système de monnaie fiat, c'est un système qui ne correspond pas à ce que pratiquait l'humanité jusqu'à alors, donc jusque dans les années 70 en gros. Ça fait que 50 ans qu'on vit dans ce système-là. L'humanité a fonctionné différemment pendant 2000 ans. Dans les systèmes précédents, par exemple dans le système de l'étalon or, la monnaie c'est de l'or, donc ça veut dire que pour s'en servir il faut l'avoir extrait. D'un point de vue, ça je crois que Pierre a dû le mentionner, Pierre Noisa quand il est venu sur la chaîne, d'un point de vue énergétique, on pourrait comparer ça à une monnaie preuve, c'est-à-dire que quand je donne une pépite d'or à quelqu'un ou une pièce d'or, je lui donne une preuve de travail. Il faut bien que quelqu'un ait travaillé pour sortir ce truc-là de la terre. Donc, en fait, le seul crédit qu'on peut faire, l'épargne précède l'investissement. S'il n'y a pas d'épargne, je ne peux pas prêter cet argent à quelqu'un d'autre. Donc, ça permet de rester dans les contraintes physiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité monétaire qui existe décorrélée du monde physique parce qu'elle correspond à une unité de travail, si on veut le dire comme ça, ou une unité d'énergie, en tout cas, qui a été dépensée pour pouvoir générer cette unité monétaire. Le système de monnaie fiat est justement un système de monnaie dette. C'est-à-dire que ça fonctionne, on renverse le schéma chronologique. Quand vous empruntez de l'argent pour faire un achat immobilier, l'argent qui vous est octroyé vient d'être créé. Il n'existait pas la minute d'avant. Pourtant, vous n'avez pas spécialement travaillé de quoi sortir 300 000 ou 400 000 euros en l'espace d'une demi-minute. Ce qui s'est passé, c'est que le banquier vous octroie le crédit parce qu'il pense que dans le futur, votre capacité de travail vous permettra de rembourser l'emprunt. Du point de vue de l'économie mainstream, ça c'est positif, avec des guillemets. Pourquoi ? Parce que ça permet d'accélérer la croissance. En fait, ce que vous faites conceptuellement, schématiquement, c'est que vous empruntez des ressources du futur, vous les ramenez dans le présent et vous espérez que leur consommation dans le présent génère suffisamment de croissance pour que par intérêt composé, vous ayez rattrapé la dépense de ressources de demain en générant la richesse plus tôt. C'est un pari sur le futur, mais c'est un pari qui du coup favorise la surconsommation parce que vous baissez l'exigence d'utilité sociale d'une dépense économique pour pouvoir la financer. L'extrême de ça, pour faire une blague qui est à peine une blague, mais qui est une blague communiste, c'est que quand vous avez des taux d'intérêt, par exemple, qui sont à 0%, ce qui philosophiquement est absurde, puisque un taux d'intérêt, c'est le prix du futur, c'est l'incertitude du futur. Donc quand vous êtes à 0, le message économique que vous envoyez aux agents économiques, c'est que le futur est aussi certain que le présent, ce qui n'est pas possible. Mais bon, de facto, c'est ce qu'on peut faire de ce genre de manipulation dans le système fiat. Quand vous êtes à un taux 0, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous favorisez l'emploi à l'épargne. Et donc, vous favorisez la consommation à la sobriété. En gros, vous favorisez d'avoir quelqu'un qui creuse un trou en cramant un baril de pétrole, le mec d'à côté qui crame un baril de pétrole pour reboucher le trou, utilité sociale 0, mais 2 emplois. Et là, vous êtes content, parce que 2 emplois, croissance, consommation, donc vous accélérez le PIB. Dans un système de monnaie saine, ou en tout cas de monnaie restreinte, de monnaie preuve, de monnaie marchandise, où voilà, on peut pas inventer de la monnaie comme ça, on rehausse l'exigence d'utilité sociale qu'on exige du capital. Donc qu'est-ce que ça veut dire en termes simples ? Ça veut dire qu'on n'a plus ce genre d'absurdité, parce que lorsque j'ai 10 euros, ou 10 bitcoins, pour prendre le cas de la monnaie marchandise, ou en tout cas monnaie preuve, ma question n'est plus est-ce que je finance tout le monde ? C'est avec mes 10, qu'est-ce qui est le mieux à financer ? Et donc il y a une exigence de rentabilité. Si c'est, je sais pas moi, 5% par exemple, on va dire, toi tu fais un projet entrepreneurial, ok, si tu me promets que tu vas ramener 6% d'utilité, 6% de rendement donc sur mon argent, donc c'est que tu es très certain de ton projet, c'est qu'en fait tu délivres une telle valeur à l'humanité que tu sais que tu vas faire une marge de fou. Donc moi je veux bien te financer. En dessous de 5, je vais considérer par exemple que c'est trop risqué pour moi et donc j'épargne, je ne fais rien de mon capital.
Dans le système fiat, cette décision-là n'est pas possible. On ne peut pas épargner. On a même travesti le mot. Les gens pensent que le livret A, c'est de l'épargne. C'est pas de l'épargne. Ça finance du logement social, ça finance d'autres trucs. Épargner, ça voudrait dire vous prenez vos euros, vous les mettez sous votre matelas. Faire ça dans le système fiat, c'est débile. Parce que ça veut dire l'assurance que tous les ans, vous perdez du pouvoir d'achat par l'inflation. Donc, à tout moment, un agent économique qui a le choix entre épargner, consommer et investir, c'est ces 3 choix qui sont devant lui, dans le système fiat, il ne peut pas épargner. C'est pas possible, il est puni pour ça. Et donc, de facto, là où c'est presque par effet encore plus pervers, c'est que du coup, d'un point de vue sociologique, les gens que ça touche, c'est les pauvres. Parce que dans le système fiat, on a quasiment inventé l'inflation. Les gens ne le savent pas beaucoup, hein, mais par exemple, si vous prenez les États-Unis entre 1792 et 1913, le taux annuel d'inflation moyen sur plus d'un siècle, c'est 0%. 0. C'est-à-dire qu'un dollar en 1792 que vous avez laissé sous votre matelas et que vous récupérez en 1913, il a le même pouvoir d'achat. Si vous faites ça sur 1913-2025, alors là, vous avez perdu 99% de la valeur du dollar. Le dollar vaut plus rien. Depuis 1913, il a quasiment perdu toute sa valeur. Et il continue de perdre 2, 3, 4, 5% par an parce que c'est la volonté du système fiat. Encore une fois, c'est la cible des banques centrales. C'est pas un bug, c'est une feature. On cible une perte de pouvoir d'achat. Pour favoriser la consommation. Ah oui, d'accord. Tu l'as dit, oui. C'est le principe. C'est que Marx l'a théorisé en disant que c'est l'euthanasie du rentier. On veut euthanasier les gens qui sont sobres. Parce que les gens qui sont sobres, ils ne mettent pas leur argent dans l'économie. Donc ce sont des méchants. Et donc, malheureusement, idéologiquement, à gauche, ça s'est traduit comme l'euthanasie du rentier. Donc en fait, au lieu de le voir comme une absurdité non seulement environnementale, mais aussi une absurdité économique, ils le voient comme ça permet d'attaquer les rentiers, en fait, les gens qui ont beaucoup d'argent et qui du coup ne travaillent pas. Alors qu'à l'inverse, en fait, ce qui se passe de facto, ce qu'on constate, c'est strictement l'inverse, parce que les rentiers, ils font quoi? Ils gardent pas du cash, ils mettent tout en actifs financiers. Les actifs financiers, quand le pouvoir d'achat de la monnaie diminue, il faut plus d'unités monétaires pour acheter le même actif, donc les actifs s'apprécient. Et donc c'est ce que je parle du S&P 500 tout à l'heure, les 6 ou 7% de performance, c'est pas de la performance, c'est de l'augmentation de la masse monétaire. À l'inverse, quand vous prenez les 2-3 premiers déciles de la population en termes de richesse, donc les plus pauvres, c'est des gens qui n'ont pas accès à la propriété immobilière, qui n'ont pas accès aux actifs financiers, ils n'ont pas d'actifs en bourse. Quand ils ont de l'épargne, c'est sur un compte courant. Et ce compte courant, c'est le premier à se faire taper par l'inflation. Donc en gros, l'inflation est quelque chose qui fait un transfert de richesse organisé des pauvres vers les riches, qui éteint les dettes, parce qu'évidemment, lorsqu'on est endetté et qu'on est endetté en nominal, si on doit rembourser dans une monnaie qui s'est dépréciée, en fait, on a gagné de l'argent, entre guillemets. Les entités les plus endettées, ce sont les riches, qui font du levier sur la dette maintenant toute la journée, et les États. C'est une des raisons pour laquelle la gauche se positionne contre Bitcoin, c'est que si jamais on passait demain dans un système monétaire Bitcoin, les États font faillite. Parce qu'on ne peut plus se permettre 6% de déficit par an, c'est pas possible. Je reprends le chiffre des États-Unis, parce que ce chiffre est aussi de 0 pour le déficit budgétaire de l'État. C'est-à-dire qu'entre 1792 et 1913, l'État américain, il a 0% de déficit. Il est à l'équilibre pendant plus de 100 ans. Le dernier budget à l'équilibre en France, c'est 74, sachant que le début de la monnaie fiat, c'est 71. Donc tous ces sujets-là sont très liés. Vous avez un sujet qui est la monnaie. La monnaie, c'est à la fois le thermomètre de l'économie et le sang de l'économie. C'est dans absolument tous les échanges. Donc les paramètres de la monnaie sont absolument cruciaux pour déterminer les comportements de tous les individus sur la Terre. Partout. Et les paramètres de la monnaie fiat, c'est la consommation, la punition de la sobriété pour favoriser la croissance immédiate et s'acheter un confort. Les paramètres d'une monnaie saine, d'une monnaie saine, en tout cas de ce que peut être l'or avant et Bitcoin maintenant, c'est rendre possible l'épargne, c'est limiter la manipulation de la monnaie, c'est la discipline budgétaire. Oui, on peut faire du déficit, mais que si on a fait du surplus avant. Et donc tout ça, c'est évidemment quelque chose qui va contraindre en partie la boulimie de l'État. Et donc il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas contraindre la boulimie de l'État, parce que c'est très facile d'être clientéliste dans le système fiat, justement. On peut faire autant de promesses qu'on veut, on s'en fout, de toute façon il y a de la dette. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais quand on dit par exemple 6% de déficit en France l'an dernier, le déficit, quand on dit 6%, c'est exprimé en fonction du PIB, mais ça n'a pas de sens. L'expression en fonction du budget aurait beaucoup plus de sens. C'est 1 euro sur 3 de dépenses publiques qui est financé par la dette en France aujourd'hui. Donc ça veut dire 1 euro sur 3 sur lequel
aucun citoyen n'a voté concrètement, parce que le consentement, il est à l'impôt. Donc l'État n'a plus de garde-fou. Il s'étend autant qu'il veut, il vient vous faire un pass culture, un chèque cinéma, un chèque vacances, un ticket restaurant, un machin. Tout ça ne serait pas possible dans un système de monnaie saine, parce qu'à chaque fois on devrait faire des arbitrages budgétaires. On devrait dire si on met 500 millions d'euros dans le pass culture, on les met pas dans des infirmiers et des hôpitaux. Ah bah c'est quand même beaucoup moins vendeur d'un seul coup. On voit aujourd'hui une contre-offensive, tu disais tout à l'heure... Bitcoin, on peut pas l'arrêter. Ouais. Et c'est formidable pour ça aussi. Mais est-ce qu'on voit une contre-offensive des États, en France notamment, avec de la régulation qui vient pour essayer de contrecarrer, de contrôler, d'imposer des choses, de taxer des choses, se suicider surtout, aussi. Non mais on voilà. Parle-nous un peu de ces contre-offensives des États et en quoi on doit s'en méfier. Il y a une contre-offensive réglementaire et puis il y a une contre-offensive plus de fond, c'est le sujet des monnaies numériques de banque centrale. Alors la contre-offensive réglementaire, c'est culturel. En Europe, la crypto n'est pas le seul sujet. On a une réglementation IA, on n'a pas de boîte IA. Bon, on est très content, on a une réglementation. Donc c'est pareil sur la crypto, c'est régulé depuis très longtemps. Alors la France, cocorico comme d'habitude, on a fait une fiscalité d'abord. Donc Bitcoin est taxé depuis 2014, même s'il est défini que depuis 2018. Donc pendant 4 ans, on a taxé un objet, on l'avait pas défini, mais ça bouge, il faut le taxer. Donc depuis 2018, on a maintenant une réglementation. Maintenant, c'est au niveau européen depuis 2024. Qui exige un certain nombre de contraintes, aller chercher des licences bancaires, pas bancaires, mais des licences spécifiques pour faire des activités autour de la crypto. Donc évidemment, ça a eu la conséquence que tout le monde attendait, c'est-à-dire que ça a tué l'industrie française. Donc il ne reste plus que des acteurs étrangers globalement sur le territoire français, parce que eux n'ont pas eu ces contraintes à l'étranger. Donc maintenant qu'ils sont des mastodontes, ils sont très contents d'avoir des barrières à l'entrée, donc ils viennent solliciter les agréments européens et français. Donc le marché français, il y a quelques pure players qui subsistent. Paymium en fait partie, on est un acteur historique en France. Il y a surtout des acteurs étrangers. Je pense qu'à terme, quand le marché sera mature, il y aura les banques, parce qu'elles n'auront pas le choix en fait, elles sont en train de perdre des clients, donc elles seront obligées de lancer des services là-dessus, et elles réfléchissent aujourd'hui à le faire. Mais les contraintes réglementaires, donc c'est licence, payer des avocats, l'honorabilité des dirigeants, numéro TRACFIN, reporting de transactions, mais qui sont des choses qui sont en partie... pour certaines, je le pense personnellement, criminelles, au sens où la loi est criminelle, c'est-à-dire qu'elle exige une telle collecte et une telle surveillance de données que ça crée beaucoup plus de risques que ça n'en résout. À quel moment ça a un intérêt ça n'en a si pas. Je dépense en bitcoin pour acheter j'en sais rien, un MacBook et de devoir déclarer une pseudo plus-value de 30% par rapport... Ça c'est sur la partie fiscalité. Oui, voilà. Je veux dire, la fiscalité est impraticable en France, effectivement. Est-ce que les moyens déployés valent vraiment Non, pas du tout. Mais c'est encore une fois, il y a un sujet autour de la monnaie fiat ici. La réglementation financière, et là c'est pas que crypto, c'est financière en général, qui est en place depuis, en gros, les attentats de 2001 aux États-Unis, même si elle avait commencé un petit peu avant. C'est une réglementation qui concourt, on va dire, à la politique publique la plus inefficiente jamais inventée. C'est-à-dire, quand vous ouvrez un compte bancaire, qu'on vous demande votre passeport, justificatif de domicile, après on vous demande l'origine des fonds, justificatif de revenus, d'identifier les personnes, de votre adresse, votre nom, votre prénom, votre machin. Choses auxquelles on s'est habitué malheureusement, parce que c'était pas le cas il y a 25 ans, on ne devait pas faire un test d'urine pour faire un virement, quoi. Toutes ces choses-là, il faut savoir, c'est inefficient, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Au niveau européen, par exemple, les coûts de conformité imposés aux acteurs financiers, c'est environ 144 milliards d'euros par an. C'est énorme. L'ensemble du crime en Europe, c'est 110 milliards. C'est-à-dire qu'on dépense plus que tout le crime. Donc même si on était efficient à 100%, ce serait toujours pas rentable économiquement. Or, cette efficience, je suis désolé de l'apprendre à ceux qui écoutent, mais elle est strictement pas de 100%, elle est de 0,5%. Oui, parce que j'allais dire, si une grosse contrainte permet de... Ça, c'est un débat démocratique. Un débat démocratique de tracer, ça s'appelle la proportionnalité. J'en sais rien. 140 milliards pour éviter un attentat et retrouver les coupables d'un attentat, démocratiquement, certains pourraient dire ça vaut le coup.
Oui, alors ce serait très difficilement défendable parce que dans ce cas-là, il faudrait aller tuer tous les moustiques, il faudrait aller, si on compte non mais si on fait en nombre de morts, là ça commence. Oui, non mais c'est éthique. Enfin bon, oui. Justement, le débat, alors en droit européen, le traité sur l'Union européenne, c'est un truc de démocratie libérale de base extrêmement important, c'est la proportionnalité. C'est que si on déploie des ressources publiques pour gérer un problème, il faut que ce soit proportionné au problème. Et il faut surtout que, ce faisant, on ne roule pas sur d'autres libertés fondamentales. Bien sûr, c'est ça, tout à fait. J'utilise souvent deux exemples pour expliquer mon propos, mais qui sont à dessein un petit peu polémiques. Mais pour dire, en fait, le débat démocratique, il n'y a jamais de vrai ou de faux. C'est juste se positionner par rapport à une éthique et à une proportionnalité des mesures. Premier exemple, c'est l'interdiction de l'alcool. Bon, l'alcool n'est pas interdit. On peut consommer de l'alcool. Pourtant, ça fait des ravages, des maladies, des machins. Mais parce que le débat de proportionnalité a été de dire on ne peut pas interdire la consommation d'un produit à 500 millions de personnes sous prétexte que certains en abusent, que certains vont avoir des maladies, non, on doit préserver la liberté. Si des gens veulent boire de l'alcool, bah ok, tant pis pour eux, mais allons-y. Ok. En revanche, on a interdit l'alcool au volant. Pourquoi ? Parce qu'on a dit dans cette situation précise, on préserve le droit à la vie d'autres gens, qui est quand même sacrément plus important que le droit de picoler. Et avec une contrainte limitée dans le temps, limitée dans l'espace et mesurable, parce qu'on peut regarder, est-ce qu'il y a une baisse des accidents de la route ? Est-ce que c'est proportionné ? Le débat démocratique devient d'un seul coup beaucoup plus sain, de dire, ok, dans cette situation-là particulière, effectivement, ça peut être intéressant d'interdire l'alcool parce que c'est particulièrement risqué pour la vie d'autrui, pour sa vie, etc. Donc, à la fin, on interdit l'alcool au volant. Mais on n'interdit pas l'alcool. L'autre exemple, très polémique aussi, les violences conjugales. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre un policier chez tout le monde ? Ça réduirait les violences conjugales. Est-ce que vous pensez qu'il faut le faire ? Si on y va avec juste de la morale, on répond « Ah oui, les violences conjugales, c'est terrible. » Donc, ah oui, mais on met un policier chez tout le monde, vous êtes à l'aise ? On n'est plus en démocratie. Hein. Oui, c'est la même question. On surveille les emails de tout le monde, les communications de tout le monde. En ce moment, est-ce que le jeu envoie la chandelle ? Les discussions de chat control, c'est est-ce qu'on surveille les communications de l'intégralité des Européens parce qu'on veut lutter contre la pédopornographie ? Le débat démocratique sain, c'est un débat compliqué parce que c'est un débat où il y a de la proportionnalité et où surtout on doit faire des compromis. Qui n'est pas la culture française, parce que notre démocratie n'est pas vraiment parlementaire, elle est plus majoritaire, donc on n'a pas cette culture du compromis. Mais en démocratie normale, on discute et on fait des compromis. Donc dans les cas que je viens de mentionner, on peut tout à fait à la fois dire les violences conjugales c'est scandaleux, et dire cependant ça ne justifie pas de sortir de la démocratie. Donc si je ne peux pas prouver que ce que je fais ne heurte pas certaines libertés fondamentales, qu'en plus je ne peux pas mesurer si c'est efficient, tant pis. On tolère en tant que société qu'il y ait une criminalité plus élevée. Parce que c'est ça la suite, c'est que les violences conjugales sont des crimes, donc on tolère une criminalité plus élevée parce qu'on ne veut pas sortir de la démocratie. Et donc le parallèle avec... Alors le parallèle avec la réglementation financière, c'est que aujourd'hui, la réglementation financière roule sur un nombre de libertés fondamentales phénoménal. La vie privée, le droit, la liberté d'entreprendre, le droit de commerce, tout ce qu'on veut. Pourquoi vous retirez votre argent de la banque ? Ce qui sont des questions vous faites un virement là-bas ? Scandaleuses. C'est-à-dire que je n'ai pas à informer qui que ce soit de ce que je fais de l'argent que j'ai gagné. Oui. Mais comme c'est hystérisé autour de... Comme pour chat control, c'est que maintenant le débat c'est pas est-ce que c'est intéressant de surveiller tout le monde pour faire ça, alors que la réponse devrait être évidente que non, c'est pas intéressant. C'est comme le but final a été moralisé c'est la pédocriminalité. Oui, voilà. Toute personne qui dit attendez les gars vous abusez un petit peu, se fait traiter de pédocriminel. Et donc comme politiquement on n'a pas envie de se faire traiter de pédocriminel, on abandonne le sujet. Et comme on abandonne le sujet, on se retrouve à avoir des discussions sérieuses de tiens est-ce qu'on surveillerait pas l'intégralité des Européens ? Mais tout ça est démocratique bien sûr. Donc là c'est la même chose, c'est que tout de suite si on dit attendez la réglementation financière, est-ce qu'on peut se calmer ? Méchant spéculateur, il veut gagner de l'argent et accessoirement, il veut financer le terrorisme et le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Dans le fond, c'est 144 milliards d'euros qui partent dans la nature, qui détruisent la compétitivité européenne, qui détruisent l'industrie européenne, qui concentrent le cartel bancaire, qui donc permettent de la répression politique très souvent, censure de comptes bancaires, etc. Tout ça est fait avec quasiment zéro gain en face. Oui, tu disais moins de 0,1% d'efficacité. Moins de 0,5. Et encore, c'est fait avec des hypothèses généreuses. C'est-à-dire qu'on récupérerait par exemple la moitié des fonds
qu'on récupère du trafic, on le récupérerait via ces procédures-là. C'est hyper généreux comme hypothèse, parce que c'est plutôt 80% qui viennent des saisies en douane. Je veux pas être complotiste. Si ça paraît tellement évident que ça marche pas, à qui profite le crime? L'industrie bancaire, qui est très contente d'avoir des barrières réglementaires. Ah bon? Et qu'est-ce que ça leur apporte? D'être un cartel. Ok. T'as déjà vu une banque se lancer en France? Pourtant, c'est une industrie comme une autre. On devrait pouvoir lancer une banque. Bah non. Les banques françaises, c'est les années 1860. Donc, dans l'absolu, j'en connais une qui a réussi à obtenir un agrément. Mais... Je pense qu'elle fait pas la taille de BNP Paribas, mais oui. Allez, moi bien. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les politiques, c'est une façon simple de s'acheter une conscience, parce que tu votes une norme qui de façon, c'est pas toi qui l'applique. Personne, enfin comme il n'y a plus d'industrie bancaire, financière en dehors de la banque. Il n'y a personne pour gueuler, donc tu t'achètes de la vertu à très peu de prix. Les banques sont contentes parce que ça leur fait des barrières à l'entrée. Donc tout le monde est content. Les seuls qui pourraient ne pas être contents, c'est ceux qui ne peuvent pas exister parce que pour se lancer, ils ne peuvent pas satisfaire la réglementation. Oui, j'allais dire, est-ce qu'il y a un mouvement politique? Mais non, parce qu'en fait les politiques sont dépendants des banques pour obtenir des financements. C'est même pas une question. Mais est-ce qu'il y a des mouvements politiques en Europe qui commencent à monter et à se faire entendre sur ces sujets-là ou... Non, très peu. C'est quasiment c'est inaudible politiquement. Ouais. Dire je suis contre la réglementation financière. Allez dire ça à l'Assemblée. C'est impossible. Ouais, c'est sûr. En fait, personne ne se pose la question de l'efficience de ces mesures. La seule question qui est posée, c'est est-ce que c'est moralement bon? Et donc la question, est-ce que Bitcoin... Il y avait le sujet de l'euro numérique. on y vient juste après. Okay, c'est la réponse des États. Mais oui, j'y viens juste après, mais je voulais, pour pas oublier ma question, parce qu'on parle de cette réglementation qui va, j'imagine, aller en augmentant. Oui, est-ce que Bitcoin sera toujours... Ah mais l'Europe se suicide. Hein. Oui, mais est-ce qu'on pourra en tant qu'Européen, est-ce qu'on pourra utiliser toujours Bitcoin en tant qu'Européen? Alors, dans un contexte réglementaire, voire autoritaire, voire totalitaire. Enfin, ce sera au risque et péril de chacun. La réponse voilà un autre frein. La réponse maximale, ce serait de dire oui, on pourra toujours. À partir du moment où il y a des femmes afghanes aujourd'hui qui utilisent Bitcoin, a priori, on pourra le faire. Oui, pardon, je rigole, mais c'est pas drôle. Mais... Bah non, mais en fait, le sujet de Bitcoin comme instrument de résistance à l'oppression, je prends pas l'exemple des femmes afghanes de façon innocente. Non, les talibans ont interdit Bitcoin en Afghanistan. Leur raison, c'est que comme ils ont interdit l'accès à la finance pour les femmes, elles n'ont pas le droit d'avoir de compte bancaire, etc. Les femmes passent par Bitcoin. J'invite à regarder, par exemple, pour ceux qui ça intéresse, l'histoire de Roya Mahboub, qui est une entrepreneure afghane, bon, qui maintenant du coup n'est plus en Afghanistan, parce qu'il fait mauvais être entrepreneur femme en Afghanistan en ce moment, mais qui elle a monté son business en Bitcoin. Parce que PayPal refuse de servir le pays, parce qu'elle n'a pas le droit d'avoir de compte bancaire, parce que si tu rentres à la maison avec du cash, ton frère ou ton mari te le prend, et donc Bitcoin est leur monnaie de substitution. Un bon argument pour la gauche encore, la liberté. Il n'y a que ça, des bons arguments pour la gauche. En Iran, c'est pareil. Hein, donc, et même quand ces personnes-là veulent fuir le pays, si elles emportent des pierres précieuses, un collier en or, ou quand elles arrivent en Europe, il y a un passeur sur deux qui leur prend des trucs. Hein. Les bitcoins, c'est 12 mots dans ta tête. Comment tu veux te le prendre? C'est impossible. Donc, elle a aidé d'autres femmes afghanes à quitter le pays, arriver en Allemagne, boum, ça sort, j'ai récupéré mon argent parce que je me souviens de 12 mots. Donc, donc pour revenir au sujet de est-ce qu'on pourra? On pourra. Mais en risquant l'ostracisation, en risquant potentiellement la criminalisation, qui est une pente qui est possible, que je déplorerais très fort, mais qui malheureusement est plausible aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parce que effectivement, déjà parce qu'on a déjà eu des velléités, c'est-à-dire que dans la réglementation européenne, il y a des députés de gauche, des eurodéputés de gauche, qui ont proposé quasiment l'interdiction de la propriété privée, hein, parce que pourquoi pas, la propriété privée, c'est si has-been, et donc qui ont voulu interdire les portefeuilles individuels, quoi. Ils disent en gros, si vous voulez utiliser Bitcoin, eh bien, vous devrez le faire par un intermédiaire financier. Donc ce qui vient tuer l'intérêt du truc, quoi. Encore une fois, toutes ces réglementations ont pour seul effet de tuer l'Europe. Bitcoin se porte très bien, il n'y a aucun problème. Bitcoin a été banni de Chine, 3 mois après, les mineurs ils sont partis ailleurs et la Chine a juste perdu des revenus. Donc maintenant ils sont en train de revenir dessus. Voilà, donc c'est comme Internet. Oui, on peut bannir Internet, effectivement, on n'est plus une démocratie, c'est tout ce que ça veut dire. Donc là c'est pareil pour Bitcoin, on se dirige vers, notamment Christine Lagarde veut accélérer sur l'euro numérique. L'euro numérique, c'est une monnaie numérique de banque centrale.
pour que les gens aient en tête, les seuls exemples de monnaie numérique de banque centrale qui existent aujourd'hui, c'est la Chine, qui est donc la poursuite du crédit social. Il y a aussi le Nigeria qui s'est effondré à la suite du lancement de sa monnaie numérique de banque centrale, et dont l'intérêt est très difficilement perceptible, puisque en gros c'est une monnaie qui devient potentiellement pilotable. Donc pilotable, ça veut dire que la gamme d'instruments monétaires à disposition pour poursuivre la fuite en avant que j'ai décrit, donc sur la consommation, l'inflation, la perte du pouvoir d'achat, deviennent assez flippants. Parce que ça devient, je vais pouvoir programmer ta monnaie dans ton portefeuille, si tu la dépenses pas d'ici 5 jours, t'as plus rien. Oui, c'est complètement... Ou alors, si tu peux la dépenser, mais que sur ce genre de truc. Je bloque ton virement de salaire. Tout à fait. Ce qui se passe, alors, je tiens à modérer mon propos, ce qui se passe déjà aujourd'hui via la cartélisation du secteur bancaire. Donc encore une fois, le fait que certains partis puissent pas se bancariser en France, que certaines entreprises dont Bemium se font fermer leur compte bancaire régulièrement pour des raisons obscures, puisque la réglementation ne leur impose pas de justifier. Explique-nous ça, c'est important d'expliquer aux gens. Si on s'est fermé, enfin même moi, ma SASU personnelle sur laquelle je fais des formations, des conférences, me fait menacer de fermeture. Parce que tu es dans l'univers... Ils n'ont pas besoin de le dire. D'accord. Justement, donc on reçoit juste un courrier qui dit d'ici 30 jours, dégagez. Non, mais c'est bizarre, c'est que les boîtes crypto, quoi. Dès qu'on concurrence l'industrie bancaire, on est ostracisé. Encore une fois, et ostracisé, c'est pas juste, effectivement, on est vilipendé au niveau social. On ne peut pas se bancariser. Donc j'entends encore une discussion hier où il y a un entrepreneur connu du secteur crypto. Là, ça fait la semaine dernière fermeture de compte bancaire. Oh, d'accord. Donc c'est le fait de le passer en monnaie numérique de banque centrale ne changera pas le fait que c'est déjà le cas. On peut déjà ostraciser. Un exemple que je mentionne souvent pourtant dans une grande démocratie qui est le Canada, c'est les manifestations de camionneurs en 2022. Quand une caméra remarquait qu'un camionneur est en train de manifester, son compte bancaire était bloqué. Donc c'est pratique pour arrêter des manifestations. Sachant que je tiens à le préciser parce que la manifestation était contre l'obligation vaccinale, donc c'est pas un sujet de est-ce qu'on est pour ou contre, c'est un sujet de est-ce qu'on peut manifester en fait. Et c'est tellement ça le sujet que 2 ans après, en 2024, la Cour constitutionnelle du Canada a dit que c'était illégal ce qui s'était passé. Mais enfin ça arrive 2 ans plus tard. Donc évidemment que la manifestation s'est arrêtée et que ces gens-là n'ont plus de compte bancaire, ils sont ostracisés, ils ne peuvent plus vivre. Donc cette question-là de autre exemple démocratique, en Inde, pendant la campagne législative de 2024, le principal parti d'opposition, qui est accessoirement le parti de Gandhi historiquement, s'est fait fermer tous ses comptes bancaires. C'est pas pratique de faire campagne quand on n'a plus d'argent. Donc plus de meetings, plus de candidats, plus de déplacements, rien. C'est bizarre, en plein milieu de la campagne. Donc tous ces trucs-là arrivent en démocratie. Il faut avoir en tête que là, c'est plus du fantasme. Alors, ça arrive. 2 questions. Pourquoi Christine Lagarde veut accélérer sur le déploiement de l'euro numérique et quel va être l'écran de fumée utilisé pour le grand public, pour nous dire, vous allez voir, ça va être génial. Je pense que l'écran de fumée, il est très simple. Ce sera le paiement des prestations sociales en euro numérique. C'est que du coup, si je vois jamais vous voulez être payé, tout simplement, vous n'aurez pas le choix. Alors, il ne sera pas aussi énervé que ce qui s'est passé au Nigeria. Au Nigeria, ils ont organisé une pénurie de cash, qui est quand même assez énervé. C'est-à-dire qu'ils ont dit aux gens, vous avez quelques semaines pour rendre vos billets, parce qu'on en fait des nouveaux. Si vous ne le faites pas, vous n'avez plus d'argent. Vos billets ne valent plus rien. Donc les gens font « Ah !» Ils se dirigent à la banque, on voudrait rendre vos billets. Vous arrivez à la banque, vous donnez vos billets. Et là, on vous dit « Ah merde, désolé, on n'a pas les nouveaux billets. Est-ce que vous voulez de la monnaie numérique ?» Donc c'était un peu plus énervé au Nigeria, mais du coup le pays s'est effondré. En 2 ans, la monnaie a perdu 80% de sa valeur. Donc ils ont tout perdu. Le gouverneur de la Banque centrale est en prison accessoirement maintenant. Donc voilà, donc ça c'est un autre exemple d'un grand succès d'une monnaie numérique de banque centrale. Ça peut arriver en Europe avec l'euro numérique ? Alors dans la théorie oui, je pense pas qu'ils passeront par ça. Encore une fois, je pense que ce sera beaucoup plus simple dans des économies qui se sont quasiment étatisées à un point très fort. Le nombre de gens qui dépendent de prestations de l'État est colossal. Donc il suffira de dire en fait votre ticket restaurant, votre passe culture, votre chèque de vacances, votre prestation sociale, votre retraite, votre pension, votre RSA, tout ça est payé en euros numériques. Donc philosophiquement ils diront donc c'est pas obligatoire, vous pouvez vivre sans. Mais globalement, comme il y a tellement de gens qui dépendent de l'État, les commerçants seront obligés de l'accepter parce que sinon, ils se coupent de 50% de la population. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est marrant parce que, mon petit aparté, mais on voit quand même qu'on est
capable d'accepter des choses en tant que citoyen qui sont quand même ubuesques. Le ticket resto en est le parfait exemple. C'est-à-dire que on te donne un ticket resto, mais on te dit, et ça, quand les résistants qui ont encore le ticket papier le savent, tu peux donner autant de tickets papier que tu veux à un restaurateur, mais maintenant ils nous ont pondu les cartes en nous disant, vous allez voir, ça va être génial. Et en fait, la carte te bloque à 25 € par jour, je sais plus, 10 balles. En vrai, en gros, on te dit, voilà, au lieu de te donner du salaire, je te donne des tickets resto, et on va te dire comment le dépenser, et tout le monde trouve ça génial, personne s'en offusque. Et globalement, moi je le vois dans la vie politique actuelle, nos politiques ont aucune réponse à donner structurellement au problème. Mais ils n'ont pas besoin. Donc, du coup, ils trouvent que des idées de contrôler la vie des gens. Mettez un pull, ne donnez pas de téléphone aux enfants, voici comment vous avez le droit de dépenser votre temps. Ils passent leur temps à nous dire ce qu'ils doivent faire. De la réponse à ta question s'appelle la monnaie fiat. Si on pouvait pas faire 6% de déficit par an, on n'aurait pas inventé un mécanisme comme le ticket restaurant. Ça n'a aucun sens. On va pas, les coûts de gestion du ticket restaurant pour transformer de la monnaie en ticket puis en monnaie, c'est quelque chose de l'ordre de 3, 4, 5% de tout le dispositif avec des parasites au milieu qui s'approprient le truc. Ça n'a aucun sens. On va pas se faire des copains aujourd'hui. Mais... La seule raison d'existence de ce truc-là, c'était de favoriser la dépense clientéliste chez les restaurateurs, qui maintenant en dépendent. C'est-à-dire que si on supprime les tickets restaurants, les gens vont potentiellement arrêter d'aller au restaurant. En fait, ils vont aller autre part, ils vont acheter des pâtes en supermarché, ils vont réduire leur prix d'achat. Donc, je prends pas cet exemple de façon innocente parce que c'est exactement la polémique qu'il y a eu en fin d'année dernière, parce que en 2022, le gouvernement ou 2023, je sais plus, a élargi l'utilisation du ticket restaurant sur les produits de première nécessité. Ce principe-là devait s'arrêter début 2025 et les restaurateurs ont gueulé parce que le gouvernement a dit en fait on va peut-être l'allonger. On va peut-être permettre aux gens en fait d'acheter des pâtes et du riz au supermarché. Et là, du coup, hop, conflit corporatiste. Les restaurateurs, non, mais est-ce qu'on n'inventerait pas un ticket alimentation ? Vraie proposition. Ticket alimentation qui permet de dépenser au supermarché et le ticket restaurant qui permet... Attendez, les gars, on fait une société de points de fidélité ou quoi ? Sinon, vous menez de l'argent et je fais ce que je veux avec mon argent. Mais là, on est rentré. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit récemment là-dessus un essai sur mon compte Medium qui s'appelle Léviathan monétaire, qui décrit effectivement comment le fait de changer de système monétaire en passant au système monétaire fiat explique en grande partie, évidemment, c'est pas monofactoriel, mais explique en grande partie ces dérives liberticides. Parce que l'État est de facto boulimique, veut s'impliquer dans la vie des gens, mais quand il y a un garde-fou budgétaire, il est limité et il y a un équilibre entre l'essence libérale et l'essence sociale de l'État. Dès lors qu'on enlève le garde-fou budgétaire parce qu'on a enlevé le garde-fou monétaire, il n'y a plus de limite à l'expansion de l'État sur l'intégralité des comportements des individus. Donc c'est pour ça que la liste à l'après-vert, elle va continuer. Le chèque vacances, le pass numérique, le pass culture, c'est aussi un autre délire en termes de dépenses publiques. Donc c'est tout cela, on n'a jamais la discussion de proportionnalité, on a la discussion morale. Pass culture, vous êtes contre, vous n'aimez pas la culture, vous voulez pas que les jeunes accèdent à la culture. C'est pas ça le débat. Aujourd'hui, on voit pas de... Enfin, moi, j'imagine pas un politique venir sur le terrain politique et parler de ces sujets-là. Je veux dire, c'est pas vendeur. Enfin, non. Ou alors le mec, il faudrait qu'il avance masqué. Mais c'est pour ça qu'il y a une citation de Hayek sur la monnaie qui a été reprise par beaucoup de bitcoiners. Donc Hayek était un prix Nobel d'économie qui disait, je cite la citation de tête, je ne crois pas que nous retrouverions de bonnes monnaies tant que nous l'aurons pas sorti des mains du gouvernement. Et comme nous ne pouvons pas le faire par un accord, parce que comme tu le dis, le gouvernement, non, c'est pas dans son intérêt, donc il va pas le faire. Il disait, il faut qu'on trouve une manière sournoise d'introduire quelque chose qu'ils ne pourront pas arrêter. En fait, cette chose s'appelle Bitcoin. Ils peuvent pas l'arrêter. Peuvent pas l'arrêter. Pourquoi Christine Lagarde, je suis pas sûr que tu aies répondu, veut accélérer justement? Pourquoi justement? Tiens, du jour au lendemain. Elle sort ça de ce momentum de guerre en Ukraine, de réarmement de l'Europe, de Trumpisme. Boum, il faut accélérer sur l'euro numérique. Et ça, c'est comme un cheveu sur la soupe. Oui, il n'y a pas de raison. L'euro numérique, c'est plein de risques, aucun intérêt identifié, mais il faut accélérer. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas répondre à la question, je ne sais pas pourquoi il faut accélérer. Quel est son agenda en faisant ça? Alors, honnêtement, je pense que c'est un agenda juste de laisser une trace derrière elle d'un grand projet. Mais si c'est ça, c'est hyper grave, quoi. Mais factuellement, je vois pas l'intérêt du truc, quoi. C'est officiellement ce qui est dit dans les communications officielles, c'est la souveraineté des paiements, etc.
Ça fait 20 ans qu'ils s'en foutent de la souveraineté des paiements, donc ils se sont réveillés parce qu'il y a eu Libra de Facebook en 2019. Donc j'invite les gens à taper CBDC, donc qui est l'acronyme anglais pour monnaie numérique de banque centrale, sur Google Trends. Vous verrez qu'avant 2019, tout le monde s'en fout. Hein. Il n'y a pas un sujet. On a nos outils constitutionnels sont assez forts pour contrer ça. La banque centrale est indépendante. Donc demain, ça peut être imposé aux citoyens sans qu'on ait De toute façon, moyen. les parlementaires européens ne la contrôlent pas. Donc elle vient faire une audition de temps en temps au Parlement européen pour expliquer sa politique, mais les traités font que la banque centrale est indépendante. Enfin, elle est indépendante. Théoriquement, dans la pratique, elle passe son temps à faire de la politique, mais il n'y a pas de contrôle. On ne peut pas demander à la BCE de monter ou de baisser les taux. Je vais tourner ma question différemment. Est-ce que la vie de monsieur tout le monde, fondamentalement, sera impactée, ou est-ce que comme c'est une bataille perdue d'avance, est-ce que ça vaut le coup de la mener? Je ne sais pas si c'est une bataille perdue d'avance. Alors, en revanche, c'est une bataille effectivement qu'il faut voir maintenant quasiment à titre individuel. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est une arche de Noé. Vous la prenez pas, c'est vous qui voyez. Mais quand il y a vous la prenez pas, c'est vous qui voyez. Mais en revanche, quand il y aura le déluge, voilà, c'est ceux qui auront pris le Bitcoin, ils pourront s'en aller, ils pourront se sauver entre guillemets. Mais à titre collectif, moi, je pousse encore dans cette direction-là. Mais c'est très difficile parce que les conflits d'intérêts sont trop importants. Les Suisses, oui, c'est pas des punks à chiens. Non. Et pourtant, ils avancent sur le sujet. Ça doit être lié au fait que c'est une démocratie fonctionnelle. Incroyable. El Salvador. Oui. On en parle un peu? Si tu veux, oui. Non, c'est juste pour donner aux gens un exemple d'un pays qui a pris le virage Bitcoin. Et qui vient de se faire tordre le bras par le FMI. Et qui vient de se faire tordre le bras par le FMI. Donc peut-être tu peux nous expliquer ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, et puis pourquoi le FMI vient mettre son nez là-dedans. Enfin, je pense qu'avec le reste de l'épisode, vous avez un petit peu... Alors là-dessus, on a à peu près 5-10 minutes max. Si on veut. Ok, parce que là, j'allais remonter. Non, mais voilà, je te commence à te connaître. Et donc, du coup, je me dis si on veut avoir le temps de conclure proprement après. Alors, le Salvador est un pays singulier parce que c'est un pays qui n'a pas de monnaie nationale. C'est un pays qui avait une monnaie nationale qui s'appelait le colon, qu'ils ont abandonné en 2000 ou 2001, je sais plus, après une guerre civile sanglante qui a duré plusieurs années. Leur monnaie nationale aujourd'hui, c'est le dollar américain. Donc en fait, ils subissent de plein fouet la politique monétaire américaine. Quand Trump fait des chèques aux Américains, ce sont les Salvadoriens qui payent par l'inflation. Cependant, c'est un pacte avec le diable, c'est-à-dire que c'est soit ça, soit une monnaie en hyperinflation. Donc du coup, ils préfèrent la stabilité monétaire relative, quitte à ne plus être souverain, plutôt que l'instabilité monétaire, parce que l'instabilité monétaire, c'est l'incapacité à construire une économie, tout simplement. Donc le président du Salvador, c'est quelqu'un qui est plutôt jeune et qui a été exposé au sujet Bitcoin parce qu'il a été maire d'une ville dans laquelle il y avait une expérience de Bitcoiner, justement pour voir si ça fonctionnait dans une économie locale. Et une fois arrivé au pouvoir, il a annoncé qu'il faisait de Bitcoin une monnaie légale au même titre que le dollar. Donc au Salvador, en théorie, depuis 2021, les commerçants ont l'obligation d'accepter le Bitcoin pour les paiements. Ils peuvent payer eux-mêmes en Bitcoin, on peut payer les impôts en Bitcoin. Bitcoin est une monnaie, monnaie légale au même titre que le dollar. L'adoption, elle est à la fois, je dirais, un succès et un échec sur différentes variables. Un succès relatif. Alors déjà, structurellement, c'est un pays qui est très pertinent pour lancer Bitcoin parce que pas de monnaie nationale, donc pas de conflit d'intérêts. Ils sont pas en train de se tirer une balle dans le pied, en fait, ils sont en train de s'émanciper. C'est un pays qui est structurellement intéressant aussi parce que le taux de bancarisation est très faible, c'est 25% de mémoire. Donc en fait, il n'y a que 25% des gens qui ont accès à la finance mondiale, la finance numérique. Tous les autres, ils sont en cash. Donc là, ils ont une alternative qui ne leur demande pas d'être bancarisés. Et puis, c'est un pays où il y a autant de Salvadoriens en dehors du Salvador que Salvador. La diaspora est extrêmement importante. Et donc, les transferts d'argent de la diaspora vers le Salvador sont très importants. Et donc là, c'est pareil. Soit c'est Western Union, TransferWise, etc. qui prennent entre 5 et 10% de commission. Soit c'est le Bitcoin qui en fait est particulièrement pertinent pour ce genre de paiement où il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas besoin de compte bancaire et ça coûte très peu cher. Donc structurellement, ça coche toutes les cases. Circonstanciellement, il a lancé la loi. Moins d'un an plus tard, on avait un gros crash et on s'est tapé 2 ans de marché baissier. Et donc ça l'a pas aidé dans l'adoption parce que les Salvadoriens se sont beaucoup dit en fait c'est une arnaque, donc ce truc-là j'y touche plus. Donc le bilan il est mitigé, mais faut l'avoir contextualisé avec ça. C'est qu'il y a une partie non négligeable des Salvadoriens qui s'en sont servis. De mémoire, c'est
autour de 25-30% des Salvadoriens qui en 2024 s'en sont servis comme paiement, beaucoup plus qu'ils en ont eu tout court, donc c'est beaucoup, mais c'est pas 100% et clairement ça n'a pas remplacé le dollar dans l'économie, donc mais de toute façon c'était pas l'ambition en 3 ans. En revanche, il y avait une déception du côté des transferts d'argent, où il semblerait que ça n'a pas été utilisé autant que souhaité, et donc finalement on va attendre encore quelques années avant que ça se passe. Très récemment, le FMI, Fonds monétaire international, qui contextuellement, il faut le savoir, est une institution de Bretton Woods, donc c'est une institution qui a été créée au moment où on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale et on a institué le dollar comme monnaie de réserve internationale. Donc en fait, le FMI est lié au dollar. D'ailleurs, les prêts du FMI, quand il les consent, sont en dollars. Donc nous, on ne se rend pas compte parce qu'on est en Europe et qu'à part la Grèce qui a subi les foudres du FMI il y a quelques années, on n'a pas ce genre de discussion. Mais pour un pays lambda, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Ghana, etc., quand il reçoit un prêt du FMI, il le reçoit en dollars. Donc il faut le rembourser en dollars. Et ils n'ont pas la planche à billets. Donc comment on fait pour rembourser des dollars quand on ne peut pas créer de dollars ? Eh bien, il faut tourner son économie à l'export. Et donc le FMI est une très belle machine pour tourner les économies du Sud au service des économies du Nord, puisque du coup on leur demande de produire pour importer dans le Nord. Donc c'est une forme de néocolonialisme, enfin bon là on rentrerait dans un débat de 20 minutes supplémentaires, donc je finis là. Donc le FMI ne voit strictement pas d'un bon œil des pays qui s'émancipent et qui disent moi je veux plus du dollar, je veux faire autre chose. Donc le FMI effectivement a tordu le bras au Salvador d'une façon que je trouve assez scandaleuse. C'est la première fois dans l'histoire du FMI qu'il force un pays à abandonner une monnaie, c'est-à-dire qu'il rentre dans un précaré de la souveraineté, qui est de dire c'est ça ma monnaie. Ils ont dit non, on vous fera pas de deal avec vous si vous abandonnez pas votre monnaie. Oui, c'est comme s'ils avaient dit vous abandonnez l'euro pour toucher notre prêt en dollars. Exactement. Vous abandonnez l'euro, maintenant vous allez utiliser du dollar qui n'est accessoirement même pas votre monnaie. Et c'est condition sine qua non. Donc on se retrouve avec un truc assez délirant dans lequel le FMI a beaucoup moins de mal à prêter à des dictateurs qui ne rembourseront pas leurs prêts mais en dollars que à un président élu démocratiquement qui veut s'émanciper et à qui ils disent votre pays va bien, la croissance va bien, la dette va bien, la sécurité est revenue, le tourisme repart. Cependant, je ne veux pas vous financer tant que vous n'aurez pas abandonné le Bitcoin. Et en plus, ce que tu disais, c'est qu'à peine 25% d'adoption de transactions, etc. Mais eux, ils le présentent comme étant un risque systémique, ça va tuer le pays, c'est trop risqué, machin. C'est accessoirement le meilleur investissement du pays, parce qu'évidemment, ils achètent un Bitcoin par jour, c'est la politique du pays, ils achètent un Bitcoin par jour. Donc là, ils sont en plus-value monstrueuse, hein, évidemment. Donc non, oui, il y a toujours un risque, hein, quoi qu'on fasse dans la vie, il y a un risque, donc sous cet angle-là, on peut plus rien faire. Mais c'est surtout un enjeu géopolitique, c'est-à-dire qu'ils veulent en faire un exemple. Ils veulent dire aux pays du monde entier qui s'intéressent à ça, si vous touchez à Bitcoin, vous n'aurez plus jamais accès à l'argent international. Donc n'essayez pas. Voilà. Donc moi je trouve que c'est un peu scandaleux ce qui s'est passé, ça a été très mal couvert, d'autant plus que là où c'est encore plus cocasse / scandaleux, c'est que l'accord du FMI a été publié là début mars, et donc on a simultanément la première puissance mondiale qui dit je vais faire une réserve stratégique de Bitcoin, et le FMI qui dit à un pays en développement qui avait été ambitieux et qui avait fait ça 4 ans avant tout le monde, vous ne pouvez pas toucher à cet actif parce que c'est trop risqué. Alors même que le pays dans lequel est l'institution est en train de stocker des bitcoins pour une réserve stratégique. Donc en fait, il y a une hypocrisie totale. C'est-à-dire que est-ce que le FMI va avoir Donald Trump pour lui dire t'arrêtes ? Je n'y crois pas. Est-ce que Bitcoin, c'est une nouvelle arme géopolitique alors du coup ? Oui, je pense, oui. Pas là, maintenant, tout de suite, à l'heure où on se parle. Hein. Je pense que c'est encore marginal par rapport aux autres discussions, mais c'est un sujet qui se prépare. C'est un sujet, comme je le disais, qui permet de s'émanciper de certaines contraintes d'extraterritorialité du droit américain. C'est un sujet, à mon avis, qui répond à la problématique des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, de s'émanciper du dollar pour les transactions internationales. C'est un système de paiement qui ne dépend pas d'intermédiaires de confiance. C'est potentiellement un retour à des bases monétaires saines. Donc clairement, il y a un sujet de relations internationales et de puissance. Et puis, c'est aussi un sujet de valorisation d'énergie. On l'a dit tout à l'heure. Donc un pays comme la Russie, par exemple, de mémoire, a une capacité hydroélectrique non utilisée qui fait 15 ou 20 fois le parc nucléaire français. En gros, la Russie pourrait complètement tuer son déficit juste en minant. Donc il y a clairement aussi des enjeux d'argent, tout simplement, et de valorisation de ressources énergétiques qui sont importants. Donc je pense que dans le futur, ça va être amené effectivement à devenir un enjeu central.
Ça veut pas dire que là tout de suite maintenant il faut qu'on commence à utiliser Bitcoin, à abandonner le dollar et à substituer carrément l'intégrité du système international. Mais si on n'est pas prêt, quand ça va arriver, on va encore passer pour des buses. Donc on arrive au terme de l'épisode. La question, Madame Irma, comment tu vois la place de Bitcoin dans le monde dans les 10-20 prochaines années Alors on peut splitter la question par zone géographique, justement. Je vais donner une thèse générale et ensuite on va dire effectivement l'adoption sera diverse en fonction des zones géographiques et des cas de chacun, mais la thèse générale c'est avec l'avènement de la monnaie fiat, la monnaie ne remplissait plus le critère qui définit une monnaie, à savoir être une réserve de valeur. Enfin qui définit en partie, il n'y a pas que ça dans la monnaie, mais une monnaie, il faut qu'elle soit une réserve de valeur, il faut qu'elle puisse transporter le pouvoir d'achat dans le temps et dans l'espace. À partir du moment où on invente la monnaie fiat, on tue cette fonction principale de la monnaie, réserve de valeur. Donc aujourd'hui, je réitère, si vous pensez que vous allez garder de la valeur en monnaie, en fait, vous n'allez juste pas retrouver votre pouvoir d'achat. Donc, que fait le capital mondial quand il voit ça ? Donc, en fait, il fuit. Il ne veut pas rester dans un actif. Après, il y a la fameuse phrase américaine « cash is trash ». Certainement pas rester dans le cash, vous perdez de l'argent toute la journée. Donc il fuit. Il fuit où ? Il fuit dans les autres actifs. Et donc il y a l'immobilier, les actions, les obligations, l'art, les métaux précieux, etc., etc. Et donc aujourd'hui, ces actifs, ils valent entre 700 et 900 trillions. Donc c'est 900 000 milliards de dollars d'actifs au niveau mondial. À peu près la moitié, c'est de l'immobilier. Le reste est divisé dans les autres catégories. Et en fait, quand on analyse, on se rend compte que à peu près la moitié, voire plus, de cette valorisation n'est pas due à l'utilité de ces catégories. Paris est un très bon exemple, le nombre de logements vacants est assez élevé. Les gens n'achètent plus d'immobilier pour se loger, ils achètent de l'immobilier pour préserver leur épargne. Voire pour shorter carrément. Quand on emprunte, on short. On est en train de dire, je m'endette dans une monnaie qui se déprécie et j'achète un actif rare, qui est de l'immobilier. Et donc en fait, ça, d'un point de vue macro, on a une bonne moitié, un peu plus d'une moitié, des equities. C'est quand la dernière fois qu'un GAFAM a distribué un dividende ? Aucune idée. Je ne sais même pas s'il y en a certains qui n'en ont jamais distribué. Donc en fait, on achète un GAFAM, c'est pas du tout pour toucher les dividendes d'une entreprise qui a du succès. C'est pour préserver son épargne. Parce que demain, l'action vaudra plus cher. L'immobilier, c'est la même. L'art, c'est la même. Dans le nombre de tableaux qui sont dans des caves et qui sont exposés nulle part, mais c'est juste pour les revendre plus cher. L'or, c'est pareil. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que un des autres problèmes de la monnaie fiat, c'est de venir parasiter l'utilité des autres actifs. Donc, on a une crise du logement parce que la moitié de la valorisation, qui exclut de la propriété, notamment les jeunes, c'est qu'en fait, c'est des gens qui l'achètent pour préserver leur patrimoine. Donc, pourquoi je dis tout ça ? Parce que si on considère que Bitcoin devient le meilleur véhicule de préservation du patrimoine et de l'épargne dans le temps et dans l'espace, ce que factuellement c'est, en tout cas, sauf cataclysme, mais sinon ça l'est, on va avoir probablement tout ce capital-là qui va être aspiré comme un trou noir par Bitcoin. Et donc ça veut dire chute de moitié du cours de l'immobilier, chute de moitié du cours des actions, etc., etc. Donc beaucoup de gens qui vont pas être contents. Mais ça veut dire aussi que le potentiel de Bitcoin, c'est un marché de 400 trillions. Donc là, aujourd'hui, Bitcoin vaut 100 000 en gros. Le potentiel de Bitcoin, il est largement beaucoup plus élevé. Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est son potentiel de croissance. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, effectivement, chacun va y voir midi à sa porte. Un investisseur de Wall Street, lui, ça devient un instrument d'équilibrage de son portfolio et de performance. Et donc, de plus en plus, ils vont lâcher une partie d'obligataires, par exemple, ou de métaux précieux, pour dire en fait Bitcoin, ça marche mieux, c'est plus efficace à remplir ce job-là. Et donc, on le verra avant tout comme du capital, Bitcoin, de l'épargne. Pour d'autres endroits, si on est au Salvador, au Nigeria, ou en Afghanistan, ou à Hong Kong, ou un lanceur d'alerte, tout ce que vous voulez, là, le sujet, c'est pas est-ce que je mets de l'immobilier ou quoi. C'est en fait, j'ai besoin d'un système de paiement non censurable. Donc eux, ce sera plutôt par la partie paiement qu'ils le prendront. Donc Bitcoin est un ovni. C'est un système de paiement natif sans intermédiaire, actif d'épargne, de base de l'économie. Et accessoirement, éventuellement, de sortie du système fiat. Donc en Occident, il est fort probable que, toute chose égale par ailleurs,
sa faculté à préserver l'épargne soit la première chose qui se diffuse parce que nos systèmes de paiement fonctionnent bien. Ils n'ont pas, si je paye au sans contact au supermarché, j'ai pas besoin de Bitcoin. Que dans d'autres endroits, ils vont avoir non seulement cet aspect capital, parce que quand on a une monnaie qui fait 100% d'inflation, savoir si Bitcoin est volatile ou non n'est clairement pas la question. La question, c'est de savoir comment je bouffe à la fin du mois. Dans ces endroits-là, ce sera utilisé comme capital, mais aussi comme paiement. Donc cette adoption-là, pour moi, elle va continuer d'être organique comme elle l'est à présent. En Occident, elle va clairement s'institutionnaliser. Encore une fois, toute chose égale par ailleurs, parce que arrivera un jour, peut-être, où il y a un effondrement, fuite de capitaux, le système monétaire s'effondre, voilà, on ne peut pas le tenir, inflation à 15%, etc. Et dans ce cas-là, il y a 2 scénarios. Soit le Bitcoin n'est pas prêt, et dans ce cas-là, les gens vont fuir Bitcoin parce qu'il sera toujours perçu comme un actif risqué. Et donc, ils iront retourner comme avant sur des actifs rares, les métaux précieux, l'immobilier, machin. Soit ce sera le moment où justement il y aura un basculement et les gens fuiront vers Bitcoin en dehors du système fiat. Ça veut dire quoi, Bitcoin ne sera pas prêt? Si il n'est pas capable techniquement de scale, par exemple, à un certain nombre de transactions, si l'expérience utilisateur est toujours difficile, ce qui est le cas aujourd'hui, si ça a été suffisamment vilipendé pour que les gens aient encore peur, parce que c'est une affaire de consensus, la monnaie, hein, donc si les gens n'ont pas de consensus, ils ne feront pas. Une chose qui me rassure, entre guillemets, là-dessus, rassure, sur des choses pas drôles, mais lorsqu'il y a eu le budget de Liz Truss au Royaume-Uni, là, il y a quelques temps, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a fait paniquer les marchés financiers, au moment où ça s'est passé, on a constaté au niveau mondial qu'il y avait une premium sur la paire Bitcoin, ce qui montre que dans une situation de crise où les gens, là, parce qu'à l'époque, vraiment la discussion, c'était les fonds de pension britanniques vont faire faillite. C'était ça la discussion, donc c'était vraiment très grave. Les gens ont eu une réaction qui était d'aller vers Bitcoin. Donc potentiellement, on l'a vu aussi à Chypre en 2013, les gens sont partis vers Bitcoin, on l'a vu en Grèce lorsqu'il y a eu la crise grecque, on l'a vu au Liban, on l'a vu en Argentine en partie. Les monnaies qui se substituent, c'est très souvent des stablecoins dollars, parce que le dollar, même s'il se déprécie au fur et à mesure du temps, reste évidemment la solution de choix numéro 1 à l'heure actuelle pour un Argentin, par exemple. S'il a un dollar ou un peso, clairement, il ne va pas prendre du peso. Mais pour quelqu'un qui veut garder son patrimoine sur les 30 prochaines années, clairement, le Bitcoin est sa solution numéro 1. Eh bien écoutez, on arrive au terme de cet épisode. Moi j'ai trouvé que c'était... j'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. Si vous m'écoutez prononcer cette phrase, soit vous avez cliqué jusqu'à la fin mais ça n'a aucun intérêt, soit vous avez écouté l'ensemble de l'épisode et j'espère que vous vous êtes régalé. Ça n'a pas été toujours simple de suivre, mais en tout cas c'était hyper dense. On a eu le temps de développer les sujets. Moi c'est le 3e épisode que je fais sur Bitcoin. J'avais peur que ce soit un peu redondant, pas du tout, parce qu'on a abordé d'autres choses. Tu l'as exprimé avec d'autres mots, d'autres visions. On a creusé un peu le sujet. On s'est peut-être un peu étendu au début sur la partie énergie, mais bon, comme on est dans Planète Ingé, ça valait le coup d'y passer un peu de temps. N'oubliez pas de partager l'émission autour de vous, l'épisode si vous aimez, de partager aussi pour Alexandre, et puis de vous abonner à la chaîne, de vous inscrire à la newsletter pour rien ne manquer, newsletter.planeteinger.fr. Et puis comme d'habitude, l'invité a le dernier mot. Donc Alexandre, c'est ta minute promo. Tu peux, même si tu as monopolisé la parole pendant 2 heures, c'est ta minute promo supplémentaire. En règle générale, je vais dire ce qui se passe pour la plupart des gens, parce que c'est peut-être l'état psychologique dans lequel vous êtes en visionnant cette vidéo, mais on vient souvent dans Bitcoin pour l'argent, mais on y reste pour d'autres raisons. Donc c'est souvent pour les questions que j'ai évoquées ici, c'est un vrai terrier du lapin. C'est l'expression qui est utilisée par beaucoup de gens en référence à Alice au Pays des Merveilles. C'est on rentre dans un truc, c'est où là, c'est quoi ce bordel? Et en fait, on reste dedans parce que c'est passionnant. Donc passez vos préjugés si vous en avez. C'est le cas de beaucoup de gens, mais c'est normal. On a tous des préjugés sur plein de sujets. C'est un sujet qui est étonnamment riche, divers, varié, passionnant intellectuellement. Donc vraiment intéressez-vous au sujet. Ça a des ramifications énormes sur plein de choses. Donc je peux que vous enjoindre à tester vous-même, à en acheter un petit peu évidemment sur Paymium, mais à tester par vous-même l'autoconservation, la propriété privée de vos actifs, etc. Et après évidemment chacun se fera son opinion, mais c'est un sujet qui est passionnant. Profitez, Paymium, plateforme française, c'est pour faire ses premiers pas en toute sécurité. Je pense que c'est pas mal. En plus, vous avez un code promo avec Planète Ingénieur. Tout est dans la description de l'épisode. Voilà, merci à tous, merci Alexandre, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Merci.